L'histoire commence dans un monde où les ancêtres accordaient autrefois aux gens d'incroyables pouvoirs, avant de disparaître mystérieusement. En leur absence, des monstres sont apparus, transformant le monde en un endroit périlleux. Aujourd'hui, les aventuriers s'aventurent dans les donjons, combattant ces créatures dans l'espoir de rétablir la paix. Notre protagoniste, Alina, commence sa journée en se préparant à travailler, déterminée à donner le meilleur d'elle-même. En tant que réceptionniste de la guilde, son travail est idéal, sûr, stable et prévisible. Elle se tient simplement au comptoir, accueillant les aventuriers avec un sourire avant de rentrer chez elle à la fin de la journée. Mais un jour, toute la guilde tombe dans une excitation feutrée. Le légendaire Raging Blade est arrivé. Il s'agit de Gonz, membre de l'élite de la guilde et l'un des plus puissants aventuriers. Cependant, Alina est très agacée par sa présence bruyante et la façon dont il traîne ses pieds massifs. C'est alors que Gonz fait une annonce fracassante. Il s'attaque au dragon de la flamme de l'enfer. Les halètements retentissent dans la salle. Aucun aventurier n'a jamais accompli cette quête. Et c'est précisément pour cette raison que la guilde s'est tournée vers Gonz. Alina, imperturbable, lui demande son identifiant de guilde. Gonz se moque, insulté. Comment a-t-elle pu ne pas reconnaître un membre du meilleur groupe de la guilde, l'épée d'argent? Alina, bien que frustrée, garde son calme. Elle veut juste faire son travail. D'un ton poli mais ferme, elle explique les règles à Gonz. Tentant de contourner la procédure, Gonz lui adresse son sourire le plus reconnaissable. Impassible, Alina l'oblige à lui remettre sa carte d'identité. Cela fait, elle soupire en jetant un coup d'œil à la file interminable d'aventuriers qui attendent toujours. Elle se rappelle qu'elle doit garder son sourire de service à la clientèle. Ce soir-là, tandis que les aventuriers font la fête au bar local, Alina reste coincée à la guilde, noyée dans la paperasse. Elle rêve de pointer, de se blottir chez elle, de toutes les choses relaxantes qu'elle pourrait faire. Mais la réalité est cruelle. Cette reine de la procrastination sait que si elle laisse tout cela à la future Alina, la charge de travail ne fera qu'augmenter. Déterminée, elle s'enfile une boisson énergisante et passe en mode hyperdrive. La cause de toutes ces heures supplémentaires? Le dragon de la flamme de l'enfer. Tant que ce monstre reste invaincu, son donjon continue d'engendrer des créatures, ce qui entraîne un cycle de quêtes sans fin. Les aventuriers continuent d'affluer pour accepter les missions, ce qui signifie qu'Alina doit faire face à un flot ininterrompu de clients le jour et à des montagnes de paperasse la nuit. À bout de nerfs, elle finit par craquer, lançant une furieuse tirade d'injures au dragon de la flamme de l'enfer pour avoir, à lui seul, ruiné sa vie. Si quelqu'un voulait bien le vaincre, elle pourrait retrouver la paix. La frustration d'Alina atteint son point d'ébullition car elle déteste les heures supplémentaires plus que tout au monde et elle se promet de pointer à l'heure. Au plus profond du donjon, l'épée d'argent affronte le dragon de la flamme de l'enfer. Le chef, Jade, protège bien son groupe, mais l'attaque de Gonz n'a aucun effet sur le géant du donjon. Le dragon envoie Gonz dans le vide, leur soigneur le soigne, mais l'attaque magique de Jade s'avère également vaine. Gonz abandonne en réalisant qu'il n'est tout simplement pas assez fort pour la bête, et Jade décide qu'ils doivent battre en retraite. C'est alors qu'une mystérieuse aventurière, dont l'identité est totalement inconnue, fait irruption. Jade lui dit de prendre ses jambes à son cou, mais elle ne l'écoute pas et utilise ses compétences pour invoquer une arme. L'invocation d'une arme de cette façon est choquante pour Jade, et la jeune fille charge rageusement le dragon tout en l'injuriant. C'est clairement notre protagoniste qui s'élance dans les airs, reprochant au dragon d'être coincé dans l'enfer des heures supplémentaires, et son attaque parvient à blesser la bête. Elle esquive sa contre-attaque et continue de lancer tous les jurons possibles pour souligner à quel point elle en veut au dragon d'avoir dû pointer en retard. Le dragon s'envole pour déclencher son attaque la plus puissante, mais celle-ci n'affecte en rien Alina. Après avoir entendu un juron si vulgaire qu'il a dû être censuré dans les sous-titres, Alina porte le coup de grâce et la bête géante est complètement vaincue. Les habitants de Silversword sont stupéfaits
et Jade se demande si cette mystérieuse personne n'est pas en fait le légendaire exécuteur. Ce mystérieux aventurier est capable de vaincre en solo les boss de donjons que personne d'autre ne peut conquérir. Les aventuriers se battent normalement en groupe, mais l'exécuteur fait tout seul. La bête est vaincue, mais tout. Ce qui importe à Alina, c'est de pouvoir enfin rentrer chez elle à temps. Elle se retourne pour partir et Jade est choquée d'apercevoir son visage. Le lendemain, Alina est horrifiée. Elle a recommencé. Sa petite escapade lui a valu d'être citée dans le journal. La guilde veut retrouver l'exécuteur à tout prix. Gant prend sa retraite de l'épée d'argent et la guilde souhaite qu'elle devienne la nouvelle attaquante de l'épée d'argent. À ce moment-là, Alina doit nier connaître quoi que ce soit sur l'exécuteur. Son amie Leila est une grande admiratrice et est convaincue que l'épée d'argent serait invincible si l'exécuteur les rejoignait. Personne ne connaît son identité, alors Leila espère qu'elle sera bientôt retrouvée. Bien sûr, ce serait le pire cauchemar d'Alina, car elle aurait de gros ennuis si l'on découvrait qu'elle affrontait seule les boss de donjon avec une fausse carte de licence. Les réceptionnistes de la guilde n'ont pas le droit d'avoir un second emploi, et elle serait immédiatement renvoyée. Le travail a ses inconvénients, mais il offre à Alina de nombreux avantages. Il lui garantit une bonne sécurité et un emploi à vie. Le meilleur dans tout cela, c'est qu'elle peut rentrer chez elle à la même heure chaque jour, à condition qu'il n'y ait pas d'heures supplémentaires. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle est devenue réceptionniste. Alors elle refuse que sa vie soit ruinée en étant démasquée maintenant. Au quartier général de la guilde, Jade cherche désespérément la fille qu'il a vue cette nuit-là. Son groupe se demande s'il pourrait vraiment s'agir d'une fille, car l'arme de l'exécuteur est immense, mais Jade en est certain. C'est une fille aux cheveux noirs et aux yeux verts, et elle est jeune. 6 amis pensent qu'il est trop obsédé par elle, mais Jade leur demande un peu plus de temps, car il doit absolument la retrouver. Pendant que ses coéquipiers attendent, ils vont chercher des encassins. Lulu se plaint que l'eau fait trop la sieste, mais il n'y peut rien puisqu'il reste debout toute la nuit à étudier des grimoires. Ailleurs, un tatoueur est furieux d'avoir été ridiculisé. Il jure de se venger, mais un terrifiant homme squelette s'approche de lui. Non loin de là, Jade contemple la relique laissée par le dragon des flammes de l'enfer. Les reliques portent la marque Dia, ce qui signifie qu'elles contiennent les techniques des ancêtres. Elles confèrent des pouvoirs à quiconque les utilise, et n'importe quel aventurier mourrait pour en avoir une. Mais l'exécuteur ne semblait pas s'en soucier. De plus, le pouvoir qu'elle a utilisé n'a rien à voir avec les techniques de Dia. Jade est choqué lorsqu'il pense qu'elle pourrait avoir ce qu'on appelle une technique Dia, et il se promet de la retrouver quoi qu'il arrive. C'est alors qu'un vent étrange attire son attention sur une jeune fille, et il est choqué de voir qu'elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à l'exécuteur. Jade la suit rapidement, incrédule, alors qu'elle entre dans la guilde des aventuriers. À l'intérieur, Alina est soulagée de constater qu'il n'y a pas beaucoup d'aventuriers à gérer aujourd'hui. Jade entre pour la saluer, mais Alina ne comprend pas pourquoi le chef de l'épée d'argent est ici. Elle craint qu'il n'enquête sur l'exécuteur et se demande s'il ne l'a pas déjà démasqué. Alina se calme en se rappelant que son visage est couvert et qu'elle utilise un faux nom sur son permis. Personne ne devrait pouvoir la retrouver. Jade explique qu'il a vu quelqu'un utiliser un incroyable marteau de guerre et lui demande si elle sait quelque chose à ce sujet. Bien sûr, Alina nie même connaître le nom et tente d'aller demander à quelqu'un. Mais Jade ne la laisse pas partir, expliquant qu'il a des yeux très perçants et qu'il a bien vu le visage de la jeune fille. Jade connaît déjà le nom d'Alina et celle-ci panique. Elle pensait que sa capuche suffisait à cacher son visage, surtout dans ce donjon sombre. Sa couverture est découverte et Jade dit qu'il ne s'attendait pas à ce que l'exécuteur soit un réceptionniste de la guilde. Alina dit adieu à sa vie de réceptionniste de guilde, mais se rappelle rapidement que son emploi est trop stable et trop sûr pour qu'elle l'abandonne. Alina se met calmement au service de la clientèle et dit à Jade que ce n'est pas l'endroit approprié pour parler. Elles poursuivent leur conversation dans une ruelle où Jade lui donne le butin de sa bataille. Alina exprime sa gratitude
et explique que la force et la durabilité des reliques sont inégalées. Elle insiste sur le fait qu'elles sont presque indestructibles, avant de les réduire en 1000 morceaux quelques secondes plus tard. Jade est stupéfaite de voir qu'elle a brisé la relique d'une seule main, et Alina explique calmement qu'elle veut juste vivre une vie paisible en tant que réceptionniste de la guilde. Alina abandonne alors son faux sourire et prévient qu'elle le fera regretter s'il interfère dans sa quête de paix. Elle recommence à jurer comme un marin et menace d'écraser Jade, comme elle l'a fait avec le dragon. Alina est la seule à pouvoir le faire. Son dernier message pour lui est de s'éloigner d'elle le plus vite possible et qu'elle ne veut plus jamais voir son visage. Alina tente de partir, mais le courageux Jade utilise sa compétence pour l'arrêter. Il peut rendre tout ce qu'il touche plus dur, mais cela énerve profondément Alina. Elle invoque son arme, montrant à quel point elle est sérieuse, et Jade parvient à peine à éviter son attaque. Jade est horrifiée, mais Alina est déterminée à ne pas laisser sa carrière de réceptionniste de guilde prendre fin. Jade fait une pause, se demandant d'où elle a bien pu sortir son arme. Il pense que ça pourrait être une compétence de Dia, mais cela devrait être impossible. 6 compétences sont légendaires, censées avoir disparu avec les ancêtres. Alina s'en moque totalement et veut juste continuer à se battre, mais Jade n'est pas là pour ça. Il déclare qu'il veut qu'Alina le rejoigne, mais elle menace de le poursuivre en justice pour harcèlement. Jade avoue qu'il n'a pas pu cesser de penser à elle depuis leur combat et qu'il a besoin d'elle pour être l'attaquante de Silver Sword. Alina en a assez et répète qu'elle veut juste mener une vie paisible en tant que réceptionniste de guilde. Jade pense qu'il est malin lorsqu'il lui fait remarquer que si elle voulait vraiment la paix, elle n'aurait pas affronté un boss de donjon seul. Il est cependant choqué lorsque Alina lui explique qu'elle ne voulait tout simplement pas faire d'heures supplémentaires. Jade n'a aucune idée de ce qu'elle veut dire. Alors Alina décrit le désespoir de voir des montagnes infinies de paperasse. Elle était coincée dans l'enfer des heures supplémentaires à cause de losers comme Jade qui traînaient. Il mettait une éternité à vaincre le dragon, alors elle n'avait pas d'autre choix que de finir le travail elle-même. Elle a réussi à récupérer son temps de travail normal de ses propres mains, et maintenant elle est punie par les gens qui essaient de découvrir son identité. Jade pense avoir la solution parfaite et suggère qu'elle n'aura pas à faire d'heures supplémentaires si elle rejoint l'épée d'argent, mais Alina fait remarquer qu'il n'y a pas d'heure de sortie pour les aventuriers. Alina finit par faire comprendre qu'elle n'a pas l'intention de rejoindre l'épée d'argent et se tourne vers la sortie. Cependant, avant de partir, elle déclare qu'elle fera regretter à Jade s'il en parle à qui que ce soit. Alina retourne enfin à son travail paisible, soulagée que rien ne vaut le fait de pointer à l'heure. Maintenant, elle peut faire ce qu'elle veut après le travail, et a même le temps de s'arrêter dans une pâtisserie. C'est à ce moment-là que ses rêves sont brisés par l'irruption d'un homme tatoué dans la guilde. Il exige qu'on lui confie une quête secrète, et Alina craint que ce type ne lui fasse faire encore plus d'heures supplémentaires. Elle a réussi à récupérer son temps de travail normal de ses propres mains, et maintenant elle est punie par les gens qui essaient de découvrir son identité. Jade pense avoir la solution parfaite et suggère qu'elle n'aura pas à faire d'heures supplémentaires si elle rejoint l'épée d'argent, mais Alina fait remarquer qu'il n'y a pas d'heure de sortie pour les aventuriers. Alina finit par faire comprendre qu'elle n'a pas l'intention de rejoindre l'épée d'argent et se tourne vers la sortie. Cependant, avant de partir, elle déclare qu'elle fera regretter à Jade s'il en parle à qui que ce soit. Alina retourne enfin à son travail paisible, soulagée que rien ne vaut le fait de pointer à l'heure. Maintenant, elle peut faire ce qu'elle veut après le travail, et a même le temps de s'arrêter dans une pâtisserie. C'est à ce moment-là que ses rêves sont brisés par l'irruption d'un homme tatoué dans la guilde. Il exige qu'on lui confie une quête secrète, et Alina craint que ce type ne lui fasse faire encore plus d'heures supplémentaires. Jade prévient Alina qu'il y a beaucoup de gens dangereux autour d'elle, et qu'elle doit donc être prudente. Alina accepte et le remercie, mais elle veut surtout savoir ce que le chef de l'épée d'argent fait ici. Jade se rend compte qu'elle menace sa vie, alors il dit qu'il ne faisait que passer et s'en va. Le lendemain, Alina n'arrive pas à croire que quelqu'un a découvert sa véritable identité.
Jade pourrait mettre en péril son paisible emploi de réceptionniste, alors elle se demande si elle ne devrait pas le malmener un peu pour s'assurer qu'il se taise. Elle se rend vite compte que Jade est en fait une personne assez importante et que si elle lui faisait quelque chose, elle serait probablement renvoyée de toute façon. Elle ne sait pas quoi faire et souhaite rester au lit pour toujours. Malheureusement, si elle a pu verser un acompte sur cette maison, c'est grâce à son emploi stable et sûr de réceptionniste. Cela permet à Alina de se concentrer à nouveau et de déclarer que travailler à la guilde est le meilleur emploi qui soit et qu'elle doit s'assurer qu'elle ne sera pas renvoyée. Plus tard, Alina est contrariée par le fait que Jade traîne toujours près du tableau des quêtes. Maintenant qu'il se présente pendant sa pause déjeuner, elle ne tarde pas à invoquer son marteau de guerre. C'est la seule occasion qu'elle a d'être seule. Mais Jade veut désespérément savoir quand sa compétence d'IA s'est éveillée pour la première fois. Alina refuse de lui dire quoi que ce soit, mais Jade insiste. Il lui explique que les conditions d'éveil de la compétence sont encore inconnues et qu'elles sont très rares. Il se demande pourquoi elle gaspille ses compétences en devenant réceptionniste, mais Alina ne lui prête guère attention. Elle lui dit simplement que peu importe le temps qu'il passera à la guilde, elle ne rejoindra jamais l'épée d'argent. Alina s'en va, mais même elle se demande pourquoi les dieux ont choisi de donner une compétence à un réceptionniste de guilde. Un flashback révèle que tout s'est passé il y a 2 ans. Il y avait un festival annuel qui durait 3 jours et 3 nuits. Alina venait de commencer son travail de réceptionniste et elle n'y était pas encore habituée, ce qui l'obligeait à faire des heures supplémentaires tous les jours. Elle voulait absolument aller au festival, mais il lui restait beaucoup de travail. On dit que la personne qui fait le vœu le plus ardent pendant le festival obtient la bénédiction de Dia. Alina a fait de son mieux en suppliant Dia de ne plus jamais la laisser faire d'heures supplémentaires, mais son souhait est resté sans réponse. Ce n'est que plusieurs heures plus tard qu'Alina a enfin terminé et qu'elle a pu visiter le festival. Malheureusement, tout était déjà terminé. Alina s'est mise à pleurer en faisant tout son possible. Mais au final, elle n'a pas pu profiter du festival ne serait-ce qu'une seconde. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à en vouloir à la guilde, aux aventuriers inutiles qui ne peuvent même pas battre un boss et aux boss qui ne veulent pas mourir. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à détester tout ce qui l'oblige à faire des heures supplémentaires. Alina n'a pas pu retenir ses larmes, car elle était prête à tout pour ne plus faire d'heures supplémentaires. Elle voulait beaucoup de pouvoir, afin de pouvoir détruire tout ce qui l'empêchait de pointer à l'heure. C'est à ce moment-là qu'elle a reçu la bénédiction de Dia. De retour au présent, Slay pense à se venger de la réceptionniste qui parle à tort et à travers. À ce moment-là, il semble intrigué par des aventures qui ont surpris tout le monde en ramenant un chef de raid. Ailleurs, Jade réfléchit à la manière dont il pourrait convaincre Alina de lui accorder l'heure du jour. Il se reprend vite et se rappelle qu'il est censé la convaincre de rejoindre l'épée d'argent. C'est à ce moment-là qu'il doit partir précipitamment, car le chaos éclate et nous voyons que le boss du raid terrorise la ville. Cette chose fait de gros dégâts et est sur le point d'écraser quelques aventuriers blessés. Mais Jade prend l'aggro avec sa capacité Astor. Jade leur dit de se mettre à l'abri, mais ils s'inquiètent pour lui. Les boss de raid sont extrêmement puissants et ils craignent que Jade ne soit pas capable de les vaincre seul. Les aventuriers l'endorment afin de pouvoir le ramener pour les matériaux, mais il commence à devenir fou. C'est alors que Slade révèle qu'il utilise son pouvoir pour contrôler le monstre pendant qu'il dort. Il prévoit de détruire la ville entière, ainsi que Jade et l'ennuyeuse réceptionniste de la guilde. Jade refuse de le laisser faire et utilise son bouclier pour bloquer l'attaque du boss. Peu importe qu'il s'agisse d'un boss de raid ou non, Jade se promet de tout bloquer. À la guilde, Alina est furieuse contre son patron parce qu'il lui a donné un tas de travail qui se soldera par une nouvelle journée d'heures supplémentaires. Elle entend alors le chaos à l'extérieur et n'est pas surprise de voir que Tattoo Face est derrière tout ça. Elle ne réagit pas avec beaucoup d'urgence, mais tout change lorsqu'un des rochers du monstre vole dans une certaine direction. Elle se précipite et espère désespérément qu'il n'a pas atterri là où elle le pense. Malheureusement pour elle, en arrivant chez elle, elle découvre que le rocher a traversé son toit.
C'est une vision terrifiante, car Alina n'a plus que 3 ans d'hypothèque. Les choses s'aggravent encore lorsqu'un rocher géant se fraye un chemin jusqu'au premier étage. La consternation d'Alina se transforme rapidement en colère. Elle invoque son arme et maudit Slay. De retour au centre-ville, nous constatons que Slay a éliminé plusieurs aventuriers. Jad se rend compte qu'ils n'ont pas assez de combattants pour affronter le chef du raid, et il ne sait pas quoi faire. Jessa et Alina surgissent du ciel et coupent le bras du chef de raid d'une seule attaque. Slay est amusé de voir que l'exécuteur est arrivé et il fait remarquer que la guilde était en train de la chercher frénétiquement. Il est certain qu'il serait furieux s'il mettait fin à sa vie. C'est donc ce qu'il compte faire. Cependant, son rire s'arrête rapidement lorsqu'il voit à quel point elle est en colère. Furieuse, Alina explique que sa maison était le seul réconfort dont elle disposait lorsqu'elle était épuisée par son travail. C'était son paradis personnel et elle jure de mettre fin à la vie de Slay. Pour lui, la mort sera sa récompense pour avoir détruit son paradis. Elle passe à l'attaque et Slay demande désespérément au golem de l'assommer. Mais il est trop tard, car elle anéantit la bête géante d'un seul coup. Slay craint pour sa vie lorsqu'elle s'approche de lui et lui dit de s'éloigner. Alina ne l'écoute pas et le plaint de n'avoir jamais appris à ne pas briser les objets des autres. Il est trop tard pour lui, car elle lui lance une avalanche d'injures et lui assène un coup de marteau. À la surprise générale, elle épargne la vie de Slay. Plus tard, Jad se sent mal pour Alina qui a perdu sa maison et ne sait plus quoi faire. Jad ne laisse pas passer l'occasion et tente sa chance en lui demandant si elle aimerait passer la nuit chez lui. Alina dit à l'idiote d'arrêter de faire des blagues idiotes, car il est évident qu'elle va loger dans une auberge. Elle va devoir faire encore plus d'heures supplémentaires à cause de Slay, alors elle veut juste qu'on la laisse tranquille. De retour sur les lieux du combat, un homme est reconnaissant au bourreau d'avoir sauvé la ville. Cependant, il dit que sa venue ici était une grave erreur, et il utilise sa capacité pour faire quelque chose. De retour à la guilde, Alina est à nouveau obligée de faire des heures supplémentaires. Jade fait de son mieux pour essayer de la réconforter, mais Alina se demande pourquoi il est là. Elle ne cesse de lui dire de partir, mais il veut juste s'assurer qu'elle ira bien après ce qui s'est passé. Alina se souvient alors que Jad est toujours un haut fonctionnaire et qu'il a donc le droit d'être dans le bureau. Cela fait un moment qu'ils travaillent ensemble et Jad pense qu'il devrait s'arrêter là. Alina plaint ce débutant qui fait des heures supplémentaires et explique qu'il y a eu de nombreux jours où elle n'était pas en mesure de faire tout le travail. Des jours où elle pensait pouvoir le garder pour un autre jour, lorsqu'elle serait plus motivée. Mais elle a vite compris que cela signifiait simplement que demain, Alina devrait faire face à la paresse d'Alina aujourd'hui. Plus importante encore, elle n'aura jamais la motivation nécessaire pour faire des heures supplémentaires. Alina essaie toujours de faire son travail le plus tôt possible dans l'espoir de pouvoir pointer à temps le lendemain. Jad termine quelques papiers et Alina est stupéfaite de voir qu'il les a parfaitement exécutés. Elle se demande alors s'il est du genre capable de faire quelque chose de bien du premier coup avec un minimum d'instruction. Cela l'agace au plus haut point, car elle est du genre maladroit et doit faire toutes les erreurs avant d'apprendre quelque chose. Alina s'imagine alors en train de laisser éclater toute sa frustration. Elle a mis 3 ans pour en arriver là, mais ce Jay débarque comme ça et il est déjà excellent dans son travail. Les gens comme lui l'énervent au plus haut point et elle se demande pourquoi le monde est si injuste. Jay tente de lui expliquer que c'est parce qu'elle est un bon professeur et lui propose de finir le reste du travail. Malheureusement, la fierté d'Alina en tant que réceptionniste ne le permet pas. Jay cherche des bonbons pour aider Alina à se sentir mieux, mais il est surpris de constater que la relique qu'elle a écrasée est de nouveau dans son sac. Le mot « ordre de quête » y est inscrit et elle commence à briller. Un écran apparaît et révèle une quête. Le lieu est la tour de craie et le critère d'achèvement est de vaincre tous les boss de l'étage. Tous deux n'ont jamais entendu parler de la tour de craie, mais Alina s'en moque. Après tout, il s'agit de son étrange rocher et elle est sûre que Jad et l'épée d'argent peuvent s'en occuper. Pour elle, c'est un vrai casse-tête et Jad décide qu'il va devoir s'en occuper.
Le lendemain, Alina n'arrive pas à croire que cela s'est reproduit. Le bourreau fait la une des journaux et Leila s'extasie devant lui. Alina ne s'amuse pas, mais elle craint que son attitude n'ait éveillé les soupçons de Leila. Heureusement, Leila n'est pas très maligne et elle se demande si Alina n'est pas aussi fan du bourreau. Leila est convaincue que le bourreau est en fait un beau gosse et qu'il est le héros qui a sauvé la ville. Il est incroyablement cool parce qu'il ne se dévoile jamais, même pas pour collecter des primes. Mais elle corrige son commentaire dégoûtant en disant qu'elle souhaite qu'il la protège. Pour rendre les choses encore meilleures, il a même combattu aux côtés de Jade. Elle dit que leur duo est composé du tank le plus sexy et de l'attaquant le plus sexy. Un moment plus tard, Glenn, le maître de la guilde, entre dans la guilde. Il s'intéresse à l'exécuteur et, pour une raison quelconque, il regarde directement Alina. Il est content d'apprendre qu'elle va bien et se demande si elle connaît la compétence qu'il possède. Alina la connaît bien sûr. Il s'agit de Chronos, qui arrête le temps dans un endroit. Cela lui permet également d'observer les événements du passé. Glenn la complimente en disant qu'elle est une excellente réceptionniste et qu'elle connaît son sujet. Mais Alina se rend compte que c'est terrible pour elle. Si Glenn le souhaitait, il pourrait remonter le temps au centre de la ville pour voir le visage de l'exécuteur. À ce moment-là, Glenn devient très sérieux et dit à Alina qu'il ne devrait pas parler ici, et il lui ordonne de venir au quartier général de la guilde. Au quartier général, Alina est complètement hors d'elle, car elle est convaincue que Glenn connaît son secret. Elle avait le pressentiment que cela arriverait un jour, et maintenant, elle va être renvoyée. Jade essaie de la calmer en disant que Glenn est très compréhensif et qu'il pourrait être clément. Alina ne veut rien entendre de Jade, et elle l'appelle un délateur. Here is the French translation of your text. Jade promet qu'il n'a pas dit un seul mot à propos de son secret. Mais Alina ne veut rien entendre. Elle déteste ce nerd et espère qu'il se cogne l'orteil sur une commode, puis tombe d'une falaise. Cela touche vraiment Jade, car se convaincre qu'elle ne le détestait pas était la seule chose qui le sauvait. Pour Lulu, cela a été assez clair qu'elle l'a détesté depuis le début. Mais Lo dit qu'il ne devrait pas frapper un homme lorsqu'il est à terre. Il est évident qu'il est amoureux, mais cela surprend Lulu, car Jade a ignoré toutes les filles qui ont essayé de lui parler. Elle ne pense pas qu'il y ait de l'espoir pour lui, mais Lo lui rappelle d'être plus douce. À l'intérieur, Alina rencontre Glenn, et il est étonné qu'elle puisse avoir l'air d'une réceptionniste ordinaire. Glenn dit qu'il a été stupéfait lorsque sa compétence lui a montré le visage de l'exécuteur, mais Alina veut juste savoir ce que cela a à voir avec elle. Juste à ce moment-là, Glenn éclate d'un rire menaçant et défie l'exécuteur en duel. Merci d'avoir regardé mon résumé. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos. Si elle perd, la jeune fille devra rejoindre la guilde de l'épée d'argent. Si elle gagne, la guilde la laissera tranquille et garantira son poste de réceptionniste. Sans hésiter une seconde, Alina invoque son marteau de guerre, faisant comprendre une bonne fois pour toutes à Lo et Lululi que cette femme est bel et bien l'exécutrice. Lorsque le maître de la guilde décide de régler ce différend par la violence, Alina ne retient pas ses coups et charge son adversaire, qui réagit en activant sa capacité Sigit Chronos. Avec le temps figé, il réalise que cette fille est bien plus qu'une exécutrice. Elle est aussi une bête divine, voire une divinité malveillante. Ainsi, le marteau d'Alina brise la barrière temporelle imposée par Glengarria. Alors qu'elle fait cela, elle regarde autour d'elle, tentant de comprendre ce qui s'est passé. Avec tout figé autour d'elle, Glenn explique qu'il se trouve dans sa salle d'observation, un espace existant en dehors du cours normal du temps. Seul lui devrait être capable de s'y mouvoir, mais son adversaire vient de prouver qu'elle est bien plus que ce qu'elle laisse paraître. Riant doucement, le maître de la guilde se rend simplement et annule son pouvoir. Encore plus confuse, Alina exige des explications. Alors Glenn l'emmène au cœur du sanctuaire pour lui révéler qu'il ne l'a défiée en duel que dans le but d'évaluer personnellement ses capacités. Un blessé derrière le maître explique que les capacités peuvent être classées en 3 types. Celles de type régénération, celles de type Sigit, plus rares, et enfin celles de type Dia, encore plus difficiles à trouver,
où un type inférieur ne peut être vaincu que par un type supérieur. En d'autres termes, Alina doit être de type Dia. Peu intéressée par cette discussion, Alina se lève, espérant que ces gens tiendront parole et ne la dérangeront plus. Mais avant qu'elle ne puisse partir, Glenn lui demande si elle a entendu parler de la tour de craie. Alina demande quel rapport cela a avec elle, et il lui révèle qu'il a découvert ce nouveau donjon après avoir lancé une enquête à la suite du rapport de Jade. Le rapport de mission issu de cette relique concernait une mission secrète, dissimulée par les ancêtres. Perdant patience, Alina attrape l'homme par le col et lui fait comprendre que, pour elle, cela signifie simplement une explosion de nouvelles missions, ce qui veut dire encore plus de travail. En résumé, encore des heures supplémentaires en perspective. Voyant le dilemme de la jeune femme, Glenn comprend qu'elle est devenue exécutrice uniquement pour éviter d'avoir plus de travail. Il tente alors de la convaincre en expliquant que la réceptionniste sera dédommagée pour cette mission. Cependant, Alina se plaint que ces types avaient promis de la laisser tranquille, mais qu'ils commencent déjà avec leurs histoires tordues de mission et tout le reste. Alors qu'elle s'apprête à partir, le maître promet de doubler le nombre de réceptionnistes au comptoir des demandes si Alina accepte d'aider l'épée d'argent dans cette expédition. Alina croise les bras et réfléchit à l'offre. Après tout, cela signifie qu'il y aura enfin des gens pour reprendre la charge de travail à la guilde, qu'elle ne sera plus surchargée et qu'elle pourra partir à l'heure tous les jours, son plus grand rêve de princesse. Avec cette perspective en tête, elle décide finalement d'aider ces gars-là. Plus tard, dans le logement de l'épée d'argent, Alina se réveille en se sentant étrange, son chez-soi ayant été détruit. Elle se retrouve dans un endroit luxueux et étrange, avec un mobilier raffiné et un lit de la taille d'un bateau. D'ailleurs, elle profite de la qualité du lit pour dormir un peu plus longtemps, mais quelqu'un frappe à la porte de sa chambre pour venir la chercher. Quelque temps plus tard, le groupe arrive au canyon d'Elm, et la mage blanche pense que c'est le bon moment pour se présenter à nouveau. Elle s'appelle Lully Ashford et est la soigneuse de l'équipe. Low Loss Blender explique qu'il est un mage noir qui agit en tant qu'attaquant arrière, attaquant à distance pendant qu'Alina s'occupe du combat au corps à corps. Alina, quant à elle, montre sa carte de travail et précise qu'elle est sous contrat formel avec le gouvernement, tandis que le chef de l'épée d'argent appelle ses partenaires à se mettre en route. En chemin, Lo commente que la réceptionniste a l'air d'en avoir déjà assez d'être là, ce à quoi Jay répond qu'elle a sacrifié ses vacances pour être présente, même si, selon lui, un seul jour est bien peu. En entendant ces paroles, Alina se vexe et rétorque que les vacances sont la récompense du travailleur et son seul vrai moment de repos, en plus d'être le droit universel le plus précieux qui existe. Après cela, elle secoue vigoureusement le gars par le col et le force à répéter que les vacances sont précieuses, tandis que Lully pointe la tour de Shulk devant eux. En arrivant sur place, Alina demande où sont les autres aventuriers, et Jade répond que la guilde restreint l'accès à ces informations, de sorte que seuls les détenteurs d'une licence de classe 1 connaissent l'existence de ce donjon. Avant d'entrer, le chef montre une relique spécialement conçue par la guilde pour l'épée d'argent, qui sert de cristal de guidance et que chaque membre du groupe porte. Cette relique a pour fonction d'alerter lorsqu'un des leurs est au bord de la mort. Lo mentionne que cet objet vaut une fortune si la fille veut le vendre, mais Lully lui assène un coup dans l'aine avec son sceptre et répond que ce cristal est le symbole de l'unité des membres de l'épée d'argent. Enfin, ils entrent dans le premier étage, et Jade enseigne à Alina que l'attaquant de l'avant-garde ne doit jamais commencer un combat, car c'est au tank d'attirer l'ennemi en premier. Au fait, un gigantesque loup de guerre apparaît devant l'équipe. Alors Jade s'avance pour invoquer sa capacité Astur afin d'attirer le monstre, suivi du mur de Sigrid. Le loup attaque le tank, mais baisse sa garde lorsqu'il s'arrête contre le bouclier. Puis, Alina reçoit l'ordre de passer à l'action. À cet instant, elle bondit avec son marteau et écrase le crâne de la créature d'un seul coup, tandis que Lo en conclut qu'il aura peu de travail aujourd'hui, et que Lully se précipite vers la réceptionniste avec une grande excitation, avouant être impressionné.
Ne sachant quoi dire, Alina dit à la jeune fille qu'elle sera aussi une grande soigneuse quand elle grandira, mais la mage fronce les sourcils et lui répond qu'elle est plus âgée qu'Alina. Alors que l'aventure continue, le groupe découvre que le premier étage n'a pas de boss, ce qui est assez différent de ce à quoi ils sont habitués. À cause de cela, Lo se demande ce que les ancêtres pensaient en construisant un tel endroit, tandis qu'Alina se demande si les bâtisseurs du labyrinthe ont disparu soudainement. Lululi explique que cela est dû à la fureur de Daya. Les ancêtres étaient en quête d'un grand pouvoir, ce qui a provoqué la colère des dieux qui décidèrent de les anéantir tous. Au deuxième étage, Jade s'arrêta brusquement en entendant un bruit, puis se mit à courir en direction d'un cri provenant de la porte devant eux. En arrivant, elle trouva 3 hommes gisant violemment massacrés au sol. Le soigneur de l'équipe tenta de restaurer leur santé, mais en vain. L'état macabre des corps rappela à Alina un moment similaire de son enfance, ce qui poussa Jade à lui demander de détourner le regard. En examinant les cadavres, la chef remarqua que quelque chose avait pénétré le bouclier du tank, le tuant instantanément. Ce n'était certainement pas l'œuvre d'un monstre ordinaire. Au milieu de tout cela, ils virent que Rufus, un membre de la guilde, était encore en vie. Alors ils se précipitèrent vers lui. Rufus pointa du doigt une direction et mentionna qu'un monstre humanoïde était venu de là et avait utilisé sa compétence. À ce moment-là, une chauve-souris, attirée par le sang, fondit sur Lululi, prête à attaquer. Mais Alina intervint juste à temps et élimina la menace. Effrayé, Rufus remarqua que c'était le marteau du bourreau et accusa Alina d'être une alliée du monstre, car celui-ci utilisait aussi un cercle magique blanc pour invoquer des armes. Après cette accusation, Rufus alla même jusqu'à traiter la jeune fille de monstre. Une fois l'expédition terminée, Jade rapporta au maître de guilde que le groupe de Rufus, qui n'était surpassé en force que par l'épée d'argent, n'avait eu aucune chance face à cette menace. Compte tenu de cela, Glenn envisagea de fermer la tour de Jeez, mais le survivant entra alors dans la pièce et déclara que les deux étaient des lâches de vouloir annuler les missions de conquête. Jade rétorqua que l'homme avait pourtant lui-même expérimenté le niveau de danger de cette tour. Mais il rétorqua que rien ne l'irritait plus que de savoir que Jade faisait partie de l'épée d'argent, alors qu'il aurait dû être dans ce groupe. Hors de lui, Rufus menaça de révéler à tout le monde que l'exécuteur était un monstre déguisé. Et si Jade ne voulait pas que cela arrive, il devait expulser cette créature du groupe et retourner avec lui à la tour de Jeez. Rufus convoitait les reliques spéciales trouvées dans les profondeurs de ce donjon, qui confèrent des capacités de Daya. Jade répondit qu'il ne risquerait pas la vie de ses camarades pour des rumeurs infondées, mais Rufus lui fit comprendre qu'il n'avait pas le choix. Ainsi, le chef de l'épée d'argent rencontra Alina pour lui annoncer qu'ils allaient emmener Rufus à la tour de Jeez, ce qui signifiait que la jeune fille pouvait redevenir réceptionniste. Alina demanda alors ce qu'il en était de la promesse de doubler le nombre de réceptionnistes à la guilde. Lorsque Jade répondit que le maître ferait ce qu'il pouvait, elle comprit que quelque chose de très étrange se passait. Mais comme cela ne la concernait pas directement, elle s'excusa pour aller faire ses bagages. À ce moment-là, Jade remarqua qu'elle ne portait pas son uniforme aujourd'hui, ce à quoi elle répondit qu'elle n'était pas une esclave obligée de porter un uniforme même en vacances. L'homme fit alors remarquer qu'il avait de la chance de la voir en tenue décontractée, ce qui fit rougir Alina, qui lui ordonna de partir une bonne fois pour toutes. Cependant, avant qu'il ne s'en aille vraiment, elle lui demanda si le groupe serait réellement en sécurité, étant donné que le monstre possédait une capacité de Daya. Jade répondit que, bien ou mal, les ordres restaient des ordres, et c'était ainsi que fonctionnait l'épée d'argent. Néanmoins, il promit que tout le monde reviendrait vivant, puis ouvrit la porte pour partir. Face à la détermination de sa nièce, Shrewd poussa un profond soupir et ébouriffa ses cheveux d'un geste affectueux. « Alina, l'aventure, ce n'est pas un conte de fées. Ce n'est pas juste une question de courage ou de force. C'est une vie où chaque mission peut être la dernière. » Mais la jeune fille ne se laissa pas démonter. « C'est pour ça que je veux devenir forte, pour que plus rien ne puisse me faire peur, comme toi, tonton. »
Shroud eut un sourire triste et but une gorgée de sa boisson avant de poser son regard sur elle. « Si tu veux vraiment suivre cette voie, alors promets-moi une chose. Ne perds jamais ton humanité. Peu importe à quel point le monde devient cruel, ne deviens pas un monstre. » Alina fronça les sourcils, troublée par la gravité de ses paroles. « Je ne comprends pas. Un jour tu comprendras, » répondit-il en détournant le regard. Le souvenir s'effaça brusquement et Alina revint à la réalité, son cœur battant plus vite que d'habitude. Pourquoi ce souvenir lui revenait-il maintenant? Et surtout, pourquoi cet homme qu'elle venait d'apercevoir lui donnait-il la même impression que son oncle disparu? Lululi fronça les sourcils, inquiète de voir Jade s'épuiser à ce point. « Si tu continues comme ça, c'est toi qu'on devra porter sur notre dos », grogna-t-elle en croisant les bras. Mais Jade secoua la tête et resserra sa prise sur son arme. « Tant qu'on avance, tant qu'on reste ensemble, ça ira. » Rufus, qui marchait en retrait, observa la scène avec mépris. « Tsk! Encore à jouer les héros. Tu crois vraiment pouvoir nous protéger indéfiniment ?» Jade ne répondit pas, mais un regard échangé avec Lululi suffit à leur faire comprendre que Rufus ne cherchait qu'à le provoquer. Ils progressèrent dans les couloirs sombres du donjon, leurs pas résonnant sur la pierre froide. L'atmosphère devenait de plus en plus pesante, et même les plus aguerris sentaient l'oppression du lieu. Soudain, un hurlement glaçant déchira le silence. Tous s'arrêtèrent net. Un frisson parcourut l'échine d'Alina. Ce cri, il ressemblait étrangement à celui qu'elle avait entendu le jour où elle avait perdu son oncle. Son cœur se serra. « Jade !» murmura-t-elle en serrant la relique de l'épée d'argent. Le chef du groupe dégaina son arme et fixa le couloir plongé dans l'obscurité. « Préparez-vous, il est là. » Lululi déglutit et activa ses enchantements de protection, tandis que Rufus esquissa un sourire nerveux. Dans les ombres mouvantes du donjon, une silhouette humanoïde aux yeux luisants s'avança lentement. Rufus méprisait cette capacité du char. Puis Lululi demanda ironiquement qui était responsable de les avoir forcés à venir ici. Quoi qu'il en soit, le chef du groupe demanda du calme, et ils continuèrent leur chemin. Au 4e étage, Jade ouvrit une porte et dégaina l'épée en sentant l'odeur du sang. Instantanément, l'eau invoqua une lueur près du plafond, illuminant le cadavre d'un monstre tombé d'en haut et formant un individu. Cet individu affirma qu'il n'était pas un monstre, du moins pas aujourd'hui. En fait, il était Silaha, le dieu maléfique. Avec cela, il invoqua la tempête d'Ir, forçant Jade à activer rapidement le mur Sigurite pour protéger ses camarades. Le dieu loua les réflexes de l'homme et dit que ce serait amusant, tandis que l'eau pensait qu'il serait préférable pour eux de battre en retraite. Cependant, Rufus surprit tout le monde en activant la capacité du prisonnier Sigurite, piégeant tous les membres de l'épée d'argent. En faisant cela, il dit que ce dieu maléfique était scellé dans cet endroit, et selon ceux qui l'avaient entendu, le sceau ne serait brisé que lorsque Silaha aurait consommé suffisamment d'âme. À la lumière de cette révélation, Jade demanda si c'était Rufus qui avait tué ses coéquipiers, et il admit qu'il l'avait fait pour ressusciter ce dieu. Cela dit, Silaha tuerait les membres de l'épée d'argent à cet instant, et Rufus obtiendrait sa propre capacité d'IA grâce à cela. Cependant, Silaha surprit Rufus, qui riait fièrement, et lui enfonça sa lance dans le dos. L'homme demanda pourquoi, et le dieu justifia en disant que tous ceux qui se mettaient en travers de son chemin étaient dévorés, sans exception. Lorsque l'utilisateur de la prison magique mourut, le sort fut annulé. L'âme de Rufus s'éleva vers le sommet et fut consumée par le dieu maléfique, qui goûta à la vulgarité et à la petitesse de cet homme. Au fait, maintenant était le moment de connaître le goût des autres humains dans la pièce, alors Silaha pointa son arme vers eux. Pendant ce temps, Alina accomplit son travail habituel avec un sourire sur le visage, mais intérieurement, elle est inquiète pour ses camarades de l'épée d'argent. Malgré les circonstances, en se souvenant des paroles de Jade, il avait dit que même s'il ne pouvait pas vaincre cet ennemi, il devait suivre les ordres qui leur avaient été donnés. Tentant de secouer cette inquiétude, la jeune fille range son collier de groupe et secoue la tête.
De retour à la tour Giz, les membres de l'équipe se demandent quoi faire, alors que le dieu maléfique s'approche après avoir facilement renversé le premier humain. Jade, par exemple, sait que ses capacités de cigarette n'ont aucune chance contre une divinité maniant des pouvoirs de niveau d'IA. Alors que les aventuriers restent figés, Scylla fait le premier pas pour attaquer, mais Lo réagit rapidement avec sa magie Agnès. Le dieu se défend facilement et se demande de quelle blague il s'agit, tandis que Lululi active la bénédiction de l'immortel sur le tank de l'équipe, qui voit Scylla lancer son esprit sur son bouclier, en déchirant un morceau. De plus, l'attaque cause une blessure à l'épaule du jeune homme qui est rapidement soignée. Intrigué par cette capacité de guérison, Scylla jure de la voler pour lui-même avec sa capacité de drainage d'IA. Bientôt, il invoque le miroir de l'envie du dieu géant et le place devant Lululi. Jade lui dit de fuir, mais le miroir émet une lumière puissante qui frappe la guérisseuse, lui arrachant son sceptre et le jetant dans les mains du dieu qui brise le bâton en deux sans hésiter. Lululi tente de lancer d'autres sorts, mais elle ne le peut pas sans son arme magique. Au milieu de cela, Jade et Lo remarquent que Scylla porte la marque d'Ia sur son cou, ce qui signifie qu'il est une autre relique créée par les ancêtres. Pendant ce temps, le dieu maléfique invoque le jugement d'Ia, des épées lévitantes qui visent directement leurs adversaires. Jade sait que ses compagnons mourront instantanément s'ils sont touchés par ces lames, et il ne peut pas les laisser mourir dans un tel endroit. Avec cela en tête, il dit à ses alliés qu'il prendra le coup, tandis que les autres doivent trouver une ouverture pour s'échapper. Après avoir déclaré cela, le tank défie personnellement l'adversaire en duel, faisant éclater Scylla de rire. Pour montrer son sérieux, Jade invoque le Sigriff Blood, une technique qui force l'attaque de l'adversaire à frapper l'utilisateur. Lululi se souvient qu'ils avaient convenu d'utiliser cette technique uniquement avec la résurrection Sigriff, alors elle demande si le leader a l'intention de se sacrifier. Puis, sans pitié, Scylla lance son jugement sur l'humain et l'épée flottante est projetée avec tout son poids, perçant le bouclier de Jade et traversant son ventre. Malgré cela, le tank dit à l'ennemi de continuer à attaquer, car il s'entraîne avec Alina tous les jours, il peut donc endurer plus que cela. En même temps, il crie à Lo de fuir, mais son allié ne peut pas s'enfuir et laisser son ami derrière. Scylla affiche son sadisme en confessant qu'il est curieux de voir combien de temps le jeune humain peut supporter, puis lance une autre épée qui perce sa cuisse droite. Instantanément, la jambe du guerrier perd de sa force, mais Jade reste debout, l'épée plantée dans le sol. Lululi se désespère et court après Jade, mais Lo l'attrape et l'emporte sur son épaule. Avec son départ, Scylla se demande si c'est la fin pour le chevalier, avec ses propres camarades qui l'abandonnent. Alors que Jade ne pense qu'à gagner du temps pour permettre à ses amis de s'échapper, car c'est son but en tant que char d'assaut, Scylla admet que le garçon est assez résistant et qu'il sera agréable de le dévorer. Pendant ce temps, Lo transporte Lululi dans un endroit plus éloigné de la tour Giz, mais la guérisseuse ne pardonne pas à son partenaire d'avoir abandonné le chef. Lo s'insurge, demandant ce qu'ils ont bien pu faire là, d'autant que Jade a insisté pour sacrifier sa vie afin qu'il puisse s'enfuir. Acceptant peu à peu la situation, la jeune fille s'agenouille et se demande si Jade va mourir. Mais avant toute réponse, le duo entend des bruits de pas tonitruants dans le couloir de la tour. Un monstre quadrupède aux proportions gigantesques s'approche, bavant et reniflant de rage. Lorsque Lo se place devant le guérisseur du groupe, comme le prévoit le manuel, la bête bondit. La nuit, il y a encore Alina qui reste tard au travail, cette fois aux côtés de Leila, qui ne supporte pas de voir une autre feuille de papier devant elle. Mais sa collègue lui rappelle que si elles finissent tout le travail aujourd'hui, elles pourront partir à l'heure demain. Pour supporter la pression, Leila demande un peu de la boisson favorite d'Alina, à base d'ailes d'ange, et toutes deux en prennent une bonne gorgée. Leila adore ça, mais remarque que cela a le goût d'une boisson de surcharge horaire. Au fait, elle commence à pleurer en se souvenant que la guilde a abandonné l'idée de poursuivre l'exécuteur, car son rêve était de voir ce héros rejoindre l'épée d'argent.
Changeant de sujet, la fille remarque que la poche de son amie brille. Alina voit que c'est le pendentif de l'épée d'argent, ce qui signifie qu'un allié est au bord de la mort. La réceptionniste est choquée par cette nouvelle, car cet événement lui rappelle immédiatement ce qui est arrivé à son oncle pendant son enfance. Luttant contre ses souvenirs, elle s'enfuit sans dire au revoir. Pendant ce temps, Scylla invoque plusieurs épées flottantes à la fois et rit en regardant l'humain devant lui, bien qu'il avoue qu'il est plutôt intéressant. Quoi qu'il en soit, tout ce qu'il veut savoir, c'est combien d'épées le porteur de bouclier pourra encaisser dans le dos. De son côté, Jad imagine que c'est là qu'il va mourir. Et la première personne à laquelle il pense est Alina Clover, car il aimait un peu cette moue de contrariété qu'elle fait. Mais s'il disait ça, il recevrait un bon coup de marteau pour apprendre à se taire. Depuis la première fois qu'il l'a vue dans les profondeurs de ce donjon, le garçon ressentait quelque chose pour cette fille. En l'analysant, Jad pense qu'Alina agit toujours de manière mûre, mais en réalité, elle est bien plus enfantine qu'elle ne le pense, essayant toujours de résoudre ses problèmes par la violence. D'un autre côté, il y a ce regard sans vie lorsqu'elle travaille et ce visage effrayant lorsqu'elle est en colère. Tout cela, accompagné de la joie sur le visage d'Alina lorsqu'elle quitte le travail à l'heure, donne à Jad juste envie d'avoir plus de temps pour profiter des choses qui valent la peine dans cette vie. Au fait, le guerrier crie qu'à côté du marteau de guerre d'Alina Clover, les attaques du dieu maléfique Silaha ne sont absolument rien en comparaison. Pendant ce temps, Alina court désespérément vers le portail cristallin de la guilde Matrix. Lorsqu'elle s'approche, le garde pointe son épée vers elle et lui demande ce qu'elle fait là à cette heure. Cependant, il se rend vite compte qu'elle est réceptionniste à la guilde et lui informe que ce portail mène uniquement au donjon, et si elle veut se rendre dans une autre ville, elle doit utiliser le portail Ifo. Ne pouvant révéler sa véritable identité, Alina réfléchit à quoi dire et se dit que les aventuriers sont destinés à mourir, car ils choisissent un mode de vie et une profession risquée. Néanmoins, Alina a choisi un autre travail précisément pour éviter de tels destins, et elle travaille dur pour maintenir une vie stable et sûre. Pourtant, il semble qu'elle jette tout cela par-dessus bord pour se mettre dans des ennuis. Après tout, elle n'a aucune obligation de sauver ses soi-disant camarades de l'épée d'argent. Cependant, après toute cette réflexion sur ne pas s'impliquer, elle ressent la pierre magique qui s'illumine à nouveau et invoque instantanément son marteau de guerre, révélant aux soldats qu'elle est l'exécuteur. Maintenant qu'il n'y a plus de retour en arrière, Alina jure qu'elle enverra quiconque ne se met pas en travers de son chemin dans l'au-delà. Dans le donjon, Lo subit de graves blessures pendant qu'il combat la créature, jusqu'à ce qu'il soit projeté violemment contre le mur et ne montre aucune réaction. Lululi court vers son compagnon et pleure car elle ne peut le soigner sans son sceptre. Le sorcier lui dit tout de même de fuir tant qu'elle le peut, mais elle refuse catégoriquement. Le monstre avançant de tout son poids écrasant, Lululi décide d'écarter les bras comme pour barrer la route à la bête vers son ami. C'est alors qu'Alina Clover arrive avec son marteau de guerre, portant un coup décisif sur la tête du monstre et le tuant sur le coup. Elle remet ensuite à Lo une bouteille d'aile d'ange, tandis que Lululi supplie le bourreau de sauver Jad au plus vite. Lo explique que leur chef affronte seul le dieu Silel, capable de dévorer les âmes humaines grâce à son pouvoir, Gaïa. Alina avance donc dans la tour de Jeez et voit Jad gravement blessée sur le sol, peut-être morte. À ce moment-là, elle se souvient de sa promesse qu'ils reviendraient tous vivants. Les larmes aux yeux, elle supplie le garçon de se réveiller, mais il ne répond pas. La lance de Scylla traverse alors la salle et manque de toucher le bourreau, qui s'échappe juste à temps. Sachant que la femme a pu esquiver son attaque, le dieu suppose qu'il va avoir un autre duel intéressant. Pensant qu'Alina est venue sauver le garçon, il l'avertit qu'il est déjà trop tard, mais qu'ils se sont bien amusés jusqu'à la fin. Lululi court vers son compagnon et pleure car elle ne peut le soigner sans son sceptre. Le sorcier lui dit tout de même de fuir tant qu'elle le peut, mais elle refuse catégoriquement. Le monstre avançant de tout son poids écrasant, Lululi décide d'écarter les bras comme pour barrer la route à la bête vers son ami.
C'est alors qu'Alina Clover arrive avec son marteau de guerre, portant un coup décisif sur la tête du monstre et le tuant sur le coup. Elle remet ensuite à l'eau une bouteille d'aile d'ange, tandis que Lululi supplie le bourreau de sauver Jade au plus vite. L'eau explique que leur chef affronte seul le dieu Silel, capable de dévorer les âmes humaines grâce à son pouvoir, Gaïa. Alina avance donc dans la tour de Jeez et voit Jade gravement blessée sur le sol, peut-être morte. À ce moment-là, elle se souvient de sa promesse qu'ils reviendraient tous vivants. Les larmes aux yeux, elle supplie le garçon de se réveiller, mais il ne répond pas. La lance de Scylla traverse alors la salle et manque de toucher le bourreau, qui s'échappe juste à temps. Sachant que la femme a pu esquiver son attaque, le dieu suppose qu'il va avoir un autre duel intéressant. Pensant qu'Alina est venue sauver le garçon, il l'avertit qu'il est déjà trop tard, mais qu'ils se sont bien amusés jusqu'à la fin. Sur ce, Alina va voir Jade, qui lui dit qu'il a pu entendre les bruits glaçants des coups de marteau de Clover, et qu'après avoir entendu ces bruits, il a su qu'il ne pouvait pas mourir, car il n'est pas du genre à mourir facilement. L'homme embrasse alors fermement la femme, et celle-ci donne le reste de sa boisson Angel Wing à son camarade, qui est heureux d'avoir l'occasion d'embrasser son béguin par procuration. Cependant, Scylla émerge des décombres et semble surpris d'avoir été blessé, mais assure qu'il ne s'agit pas d'une défaite. Cela dit, le dieu guérit instantanément sa blessure à la poitrine, et Jade lui dit que c'est la capacité de Lululi qui l'a volée. En d'autres termes, s'il ne tue pas ce type d'un seul coup, il continuera à se régénérer. Enfin, Scylla souligne qu'Alina Clover possède une puissance équivalente à celle des êtres qui l'ont créée, mais c'est précisément pour cela qu'elle n'a aucune chance de le vaincre. En effet, ses ancêtres ont été décimés par les dieux maléfiques et la nature veut que les faibles s'inclinent devant les plus forts. À la fin de son discours, le dieu invoque à nouveau la sentence d'Ia, cette fois avec encore plus d'épée. Jade veut servir de bouclier à Alina pour s'échapper, mais la jeune fille ne veut rien entendre et se fraye un chemin à travers les lames avec son marteau jusqu'à ce qu'elle s'approche de Scylla. Mais quelques épées la frappent et la font tomber. Cependant, la jeune fille promet que ses amis ne mourront pas dans ce dépotoir et qu'elle aura un jour une vie paisible, puis attaque le dieu maléfique avec une aura de puissance autour de son corps jamais vue auparavant. Incrédule face à la force de ce coup, Scylla se ressaisit et répète la sentence d'Ia, cette fois-ci avec 1 millier de lames qui attaquent Alina en même temps. Elle parvient tout de même à expulser l'épée de chaque ennemi et à arracher le bras du dieu d'un coup de marteau. Après cela, elle fait savoir que dans sa vie de paix, il n'y aura jamais un jour où quelqu'un ne rentrera pas à la maison. Forte de cette promesse, l'exécuteur porte le coup de grâce à celui qui a conquis ses ancêtres. Cependant, avant de mourir définitivement, Scylla mentionne qu'il existe d'autres dieux maléfiques et qu'ils n'auront jamais de fin jusqu'à ce qu'Alina l'écrase mortellement sans laisser le dieu finir de parler, car, selon le secrétaire, quiconque l'oblige à faire du temps supplémentaire mérite de mourir. Après la victoire, les autres membres de l'épée d'argent sont heureux de retrouver leur chef en vie et Jade attribue tout le mérite du triomphe à Alina Clover. De son côté, la jeune fille se plaignait de devoir faire encore plus d'heures supplémentaires, mais après réflexion, elle estimait que cela en valait la peine. Les jours suivants, Lululi se concentra sur la guérison des membres blessés du groupe, tandis qu'Alina, qui pensait être renvoyée une fois découverte, fut rassurée par la promesse de Glenn que ses sentinelles garderaient secret son rôle d'exécuteur, ce qui lui permit de reprendre sa vie normale de secrétaire. Cependant, une chose n'a pas changé, elle doit toujours faire des heures supplémentaires. Au cours d'une nouvelle nuit de travail, elle se plaignit à nouveau des longues heures de travail, tout en admettant que les aventuriers travaillaient vraiment dur. C'est à ce moment que Jade arriva, offrant son aide avec son bras en écharpe, expliquant que son énergie était le résultat du filtre d'amour à moitié rempli qu'Alina lui avait donné. En entendant cela, Alina le gifla, mais accepta son aide, ne voulant rien d'autre que d'en finir et de partir. Le lendemain, lors de son interminable journée de travail,
Alina parvient à terminer ses tâches et à fermer la guilde avant l'heure du déjeuner, ce qui lui laisse quelques minutes pour savourer le steak haché qu'elle a apporté. Cependant, à cet instant précis, un aventurier insouciant se précipite à l'intérieur, affirmant être arrivé juste à temps. Il a une mission urgente à accepter, raison pour laquelle il s'est dépêché de venir. De plus, il demande nonchalamment s'il est acceptable d'être un peu en retard, sous prétexte qu'Alina est si gentille. Mais au fond d'elle, elle souhaite simplement que ce type connaisse une fin lente et douloureuse. Après tout, il y a toujours deux forces qui se disputent notre attention dans notre esprit. Le petit ange et le petit démon, engagés dans un débat sans fin sur la conduite à adopter dans de telles situations. Pour couronner le tout, l'aventurier demande à la réceptionniste de se dépêcher, car il doit encore aller déjeuner. Cette dernière remarque fait perdre son calme à Alina pendant une seconde, mais elle retrouve rapidement son large sourire d'employé et lui assure qu'elle s'occupera de sa demande. Quelques minutes plus tard, Alina bouillonne de rage en mangeant son sandwich, hélas plus absorbée par sa colère que par le repas qu'elle attendait avec impatience. Inquiète pour son amie, Layla demande pourquoi Alina n'a pas simplement renvoyé le type, mais s'il avait râlé et tapé du pied, elle n'aurait eu que plus de travail. Tout ce qu'elle aurait obtenu, c'est encore plus de travail. D'ailleurs, tout ce qu'elle fait, c'est pour éviter d'accumuler les tâches jusqu'à la très attendue fête du centenaire, qui, bien qu'elle dure 3 jours, a vu Alina travailler si dur ces 2 dernières années qu'elle n'a même pas eu l'occasion d'y assister. C'est pourquoi, quel que soit le sacrifice, elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour participer à la fête. Layla se demande s'ils seront aussi occupés et Alina répond que les missions acceptées pendant le festival offriront des récompenses plus importantes que d'habitude grâce à la période spéciale de bonus. D'ici là, les aventuriers vont déferler sur la guilde comme des zombies fous en quête de chair. À partir de là, c'est la mort. Sur CE, Alina dépose un livre sur la table. Il s'agit d'un rapport détaillé basé sur ses 2 années d'expérience, révélant toutes les tendances en matière d'acceptation des missions. Il présente également un programme pour les 3 jours du festival et un plan pour tirer le meilleur parti de la situation. Les 2 premiers jours, Alina prévoit de goûter à tous les plats et le 3e jour, l'événement principal est la cérémonie du repos des âmes. Pour obtenir ce privilège dans la vie, tout ce qu'Alina Clover doit faire, c'est donner le meilleur d'elle-même pour éviter les heures supplémentaires. En voyant cette scène étrange, Layla remarque que son amie est vraiment passionnée par ce genre de choses, tandis qu'Alina réaffirme que rien ne l'empêchera de profiter de ce festival. Pendant ce temps, à l'auberge Silver Sword, une personne vêtue d'un costume de lapin rose s'approche lentement de Pot de Fleurs et tire sur le premier qu'elle voit. La plante crie désespérément, mais la fille en costume de lapin ne s'en soucie pas et l'emmène dans un laboratoire où elle l'utilise comme matériau pour une expérience. À la fin de l'expérience, Lululé réussit à développer une substance colorée qu'elle dépose dans un bocal en verre, laissant sa créatrice fière d'elle. Non loin de là, l'eau s'entraîne à viser dans sa chambre, mais même s'il ne se débrouille pas trop mal au lancer de couteau, il estime qu'il est encore loin de la perfection. C'est alors qu'arrive Lululé, outré par le passe-temps du garçon, car il est blessé et devrait être en train de se rétablir, et non pas d'agir imprudemment et de risquer de se blesser davantage, puisqu'il s'est fracturé des côtes et a eu un poumon perforé. Elle lui donne d'ailleurs les médicaments du jour. L'aspect du médicament ne semble pas très attrayant pour le sorcier, mais la guérisseuse affirme que même Jade l'a bu, et qu'il n'a donc qu'à l'engloutir et à se taire. Lululé rit et lui demande s'il se sent mieux, et il admet qu'il se sent un peu plus énergique, même si le goût de la boisson est assez horrible. Quoi qu'il en soit, la jeune fille répond qu'elle est là pour cela, pour rendre ses compagnons meilleurs et prendre soin d'eux quand c'est nécessaire. Pour en revenir à la protagoniste, Alina a l'impression d'être au paradis pour avoir réussi à partir à temps. Comme une enfant, elle s'approche de la vitrine et choisit une de chaque friandise disponible, célébrant le fait qu'elle est un travailleur productif qui a le privilège de le faire. Puis, alors qu'elle désigne une tarte aux fraises, quelqu'un d'autre fait de même exactement au même moment.
Dans la scène suivante, Alina savoure une part de gâteau au chocolat, avec une délicieuse garniture de victoire contre les heures supplémentaires. En revanche, Lululé est un peu gênée d'avoir pris la dernière tarte du présentoir, mais la réceptionniste de la guilde insiste pour que son amie savoure cette douceur comme s'il n'y avait pas de lendemain et qu'elle n'ait pas à s'en excuser. Sur CE, la guérisseuse lâche prise et s'enfonce dans le gâteau, le savourant comme si elle venait de goûter le nectar des dieux, le remède à tous les maux de la société, tandis que le sucre s'écoule lentement dans sa gorge. Grâce à l'extrême gentillesse de l'employé de la guilde locale, la guérisseuse commente qu'elle comprend pourquoi Jade est si amoureuse d'elle. Et Alina s'étouffe en entendant cette remarque soudaine. Changeant de sujet comme si rien d'important n'avait été dit, Lululi demande si la femme a l'habitude de venir dans cette pâtisserie. Et elle répond que c'est de temps en temps, car c'est ici que l'on trouve les meilleures sucreries d'Iful. Lululé acquiesce et mentionne que l'eau adore la gelée de raisin et qu'elle est venue chercher de la paix pour son amie. Alina répond que c'est digne d'une bonne guérisseuse, mais la jeune fille aux cheveux roses ne pense pas que ce soit si important, puisqu'ils sont tous en vie grâce à Alina Clover. Embarrassée, Alina demande à la jeune fille de laisser tomber et de se contenter de manger, ce qui détend à nouveau l'atmosphère. Plus tard, alors qu'elles se disent au revoir, la réceptionniste est surprise par Jade alors qu'elle rentre chez elle. Il est sorti de nulle part et a insisté pour accompagner la jeune fille afin de la remercier d'avoir tenu compagnie à Lululé. Impatiente, elle demande si le gamin l'espionnait. Et il répond qu'il était juste surpris qu'Alina ne soit pas venue prendre de ses nouvelles. La jeune fille lui demande pourquoi elle perd son précieux temps à faire cela, et l'homme lui explique qu'il se sent très seul au manoir depuis qu'elle est partie. Sur CE, Alina précise qu'elle préfère sa propre maison, même si elle est reconnaissante à la pension d'avoir proposé de couvrir les frais de rénovation. Agacée, Jade fait valoir qu'elles affrontent la mort ensemble, mais Alina agit comme si elles étaient des étrangères, alors qu'elle pense qu'elles étaient juste au même endroit, au même moment. Rien de plus. Ce soir-là, Lululi se promène dans les rues, remarquant les drapeaux éparpillés qui annoncent l'arrivée imminente du festival du centenaire. Tout ce qu'elle veut, c'est profiter de cette fête avec sa guilde. Pendant ce temps, un homme se faufile dans les ombres des ruelles, épiant les pas de la jeune aventurière. À 10 jours de la fête du centenaire, Alina se promet de travailler comme une forçat, car la bataille pour la fête commence aujourd'hui. Voyant que son amie est obnubilée par cet événement, Leila lui demande si elle est tombée amoureuse de quelqu'un, car ce festival a toujours été propice aux amours. Leila grommelle alors que l'endroit grouille de beaux couples à chaque coin de rue, tandis qu'Alina risque sa vie en errant seule dans un immense festival au milieu de la nuit pendant 3 jours. De toute évidence, Leila ne s'attendait pas à une telle détermination à sortir à temps, juste pour profiter de l'événement d'une manière aussi vulgaire et solitaire. Cela dit, la jeune fille se met à pleurer parce qu'elle ne peut pas accompagner sa meilleure amie, puisqu'elle sera accompagnée d'un beau gosse qui sera son cavalier. Remarquant qu'Alina ne se soucie pas de l'identité de cet heureux élu, Leila répond sans se faire prier qu'elle sortira avec le bourreau lui-même. Alina est surprise par cette révélation de dernière minute, jusqu'à ce que Leila lui explique ce qui se passe réellement. En fait, c'est elle qui a créé la poupée du bourreau, en combinant les caractéristiques physiques qu'elle trouve les plus attirantes chez un homme, formant ainsi la date parfaite pour sa sortie imaginaire et étrange avec un jouet qui ressemble à un criminel en jupon. Se rappelant de ne pas contredire un fou, Alina se lève pour terminer le nettoyage, mais un bruit attire l'attention des 2 femmes. À l'extérieur de la guilde, une foule interminable d'aventuriers se bouscule pour savoir qui entrera le premier. Le prélude au chaos frappant à la porte, Alina laisse tomber le seau d'eau de sa main, le désespoir s'emparant de son âme. Plusieurs heures plus tard, la pauvre fille est complètement épuisée par une pile de travail qui n'en finit pas. Fatiguée, Leila tente de comprendre d'où viennent tous ces gens, alors que la saison des primes n'est même pas encore commencée. Réalisant qu'il n'y a pas d'autre solution, la protagoniste décide de prendre des mesures drastiques pour renverser la situation. Pendant ce temps,
Dans un donjon, un jeune aventurier nommé Sibyl faisait ses débuts à l'épée d'argent lors d'une mission d'entraînement. Faisant preuve d'une grande agilité, il s'avança vers un loup-garou géant et le frappa de plein fouet avec son épée à 2 mains. La bête hurla de douleur à cause de la blessure qu'elle avait reçue à la poitrine, et le garçon s'assura de montrer à ses nouveaux compagnons que son travail avait été bien fait. Tous félicitèrent le débutant, mais cette distraction coûta cher à l'équipe. Dos à l'adversaire, Sibyl reçoit un coup violent qui lui cause des dégâts considérables. Lulu Lee se précipite pour aider son camarade, et la vue de sa poitrine éclatée fait ressurgir dans l'esprit de la guérisseuse des souvenirs fâcheux d'autres personnes dans un état similaire à celui de l'allié tombé au combat. Levant son bouclier pour protéger l'équipe, Jade crie le nom de son amie pour la faire sortir de ses gonds. La jeune femme commence alors le processus de guérison, mais le tank s'inquiète de l'hésitation du membre de l'équipe. Une fois rétablie, Sable se lève avec la haine de l'ennemi et attaque à nouveau, mais sans plan d'action, provoquant l'ire du chef de l'épée d'argent qui lui ordonne de se replier. Ignorant cet ordre, Sable est désarmée dans le combat et fait face à la mort, mais avant qu'une tragédie ne se produise, l'exécuteur apparaît pour empêcher le pire. D'un seul coup, elle divise le loup en 2, mettant fin au combat en un clin d'œil. L'hologramme se dissout ensuite et Alina entraîne Jade dans un autre coin sans dire un mot à personne. Sable tente de digérer le fait que l'exécuteur ait vaincu le loup de guerre d'un seul coup, ce qui lui fait remettre en question son appartenance à un clan d'élite comme celui de l'épée d'argent, alors que l'homme perd complètement son sang-froid face à ce drame, commentant littéralement à Law qu'ils devront trouver un autre compagnon. Pendant ce temps, Alina traîne Jade au bureau de Glengarria pour se plaindre que les aventuriers l'inondent déjà de demandes. Selon le maître de la guilde, une rumeur infondée se répand dans la ville concernant une mission avec une relique alimentée par le Dia. Furieuse, Alina veut savoir ce qu'il faut faire pour revenir à la normale, et Jade lui explique que la guilde annoncera demain qu'il s'agit d'une fausse nouvelle. Alina est sûre que les aventuriers brutaux n'écouteront pas cela, alors le tank hausse le ton et dit que puisque c'est le CIA, ils doivent trouver qui a répandu la rumeur, et que, pendant ce temps, tout ce que les filles doivent faire, c'est tenir bon. Malgré la confiance qui se dégage de la voix de Nike lorsqu'il prononce ces mots, Alina baisse la tête et se souvient qu'elle doit encore terminer le travail d'aujourd'hui. Après cette réunion, Jade retrouve Lulu Lee et lui fait part de son hésitation à lancer le sort de guérison. La jeune fille s'excuse en disant qu'elle ne s'est jamais entraînée avec un guerrier du Longswire auparavant et que le chef comprend très bien. Law arrive à ce moment-là et ajoute que sa partenaire doit également trouver le nouveau sceptre étrange, puisque ce dieu maléfique a détruit celui qu'elle utilisait pour gagner de l'argent. C'est pour cette raison que le mage et le chef ont fait fabriquer ce cadeau pour leur ami. Ensuite, Lulu Lee reçoit un sac, et en le déballant, elle soulève un sceptre identique à celui qu'elle avait auparavant. D'après Jade, ils l'ont fait faire à l'identique. La jeune fille est émue par le cadeau, mais estime qu'elle ne mérite pas toute cette agitation. Ses amis font valoir qu'elle s'est occupée de tous ces jours-ci, mais la guérisseuse pense que c'est exactement ce qu'elle doit faire. Quoi qu'il en soit, Jade répond que les actions évidentes de Lulu Lee ont permis de sauver leurs camarades et qu'elles lui en sont reconnaissantes. Le lendemain, Alina travaille encore pendant le déjeuner, ce qui inquiète Layla qui s'inquiète de l'obsession de la jeune fille. Son amie lui conseille de ralentir un peu pour ne pas avoir l'air d'un robot, passant d'un devoir à l'autre pour le réviser, mais la protagoniste n'aime pas cette idée, arguant qu'elle a l'impression de tricher. Layla fait remarquer que le seul à bénéficier de cette rapidité est leur patron, et Alina ne peut qu'être d'accord. Plus tard, lors d'une réunion de l'épée d'argent, Jade rappelle que Rufus était obsédé par la capacité d'IA de la prétendue relique de la tour Giz, mais que l'objet n'existait pas et que le clan a fini par ressusciter un dieu maléfique. Apparemment, la personne qui a répandu cette rumeur voulait renaître en tant que Scylla. Étant donné que les dieux maléfiques ont besoin de consommer des âmes humaines pour revivre, cette personne a répandu la rumeur pour attirer les gens dans le donjon afin de nourrir le dieu. Soudain,
Alina remarque que tous ces fous sont réunis et se demande ce qui se passe. Glenn explique qu'ils ne peuvent pas discuter de ces sujets sensibles au quartier général, car quelqu'un pourrait les écouter, tandis que Jade apporte de bonnes nouvelles. Les enquêteurs ont découvert l'origine de la rumeur. Quoi qu'il en soit, Alina souhaite que ce problème soit résolu rapidement afin de pouvoir profiter du festival. Le soir même, toujours dans l'entreprise, Jade propose à la réceptionniste de l'aider dans son travail, à condition qu'elle accepte de l'accompagner à la fête du centenaire. Bien qu'elle refuse dans un premier temps, la jeune fille se dit qu'elle ne pourra pas terminer ce fichu travail seule, quels que soient ses efforts, et accepte donc à contre-cœur la proposition de la guerrière, tout en précisant qu'elle le fait sous la contrainte. D'une manière ou d'une autre, ce qui compte, c'est qu'elle va terminer ce travail, même si sa vie en dépend. 5 jours avant le festival du centenaire, Alina jura d'éliminer la personne qui avait répandu la rumeur selon laquelle, lors de cette mission secrète, il existait une relique conférant le pouvoir d'Hidaya. En fait, tous ceux qui l'avaient forcé à travailler davantage dans cette vie subiraient le même sort funeste. À part cela, elle se demandait pourquoi ils étaient habillés de cette façon, en particulier Lululi, qui ressemblait à un bouclier blindé ambulant. Jade répondit qu'il répandait volontairement ces rumeurs pour les novices, et Lululé ajouta que c'était la raison pour laquelle il se déguisait et attendait que ces personnes approchent le groupe. En scrutant la réceptionniste de la tête aux pieds, Jade remarqua qu'Alina était déguisée en soigneuse, et la jeune fille lui demanda si le grand gaillard avait perdu quelque chose à cet endroit. Lululé leur rappela que, lorsqu'on est un aventurier novice, même ses vêtements suffisent à rendre heureux, car ils sont la preuve concrète que l'on fait réellement partie du métier. Plus loin, l'épée d'argent atteignit le donjon de rang C pour novices, la forêt de l'éternité. Après encore quelques pas, Jade guida les autres jusqu'au lac du Rocher Moussu, un lieu de repos bien connu des aventuriers, où se concentraient les témoignages sur l'affaire. Enfin, le chef annonça qu'il était temps de se reposer, et Lululé jeta enfin son lourd bouclier au sol pour soulager son dos. Alina s'assit à côté de Jade, qui en profita pour lui demander si elle ne trouvait pas la rivière magnifique. Il mentionna que de nombreuses personnes jouaient à un jeu consistant à nager jusqu'au rocher moussu, puis à revenir à la nage. Avant toute chose, la jeune femme précisa qu'elle ne comptait pas sauter dans cette rivière, et Jade fut embarrassée, car c'était exactement ce qu'il allait lui proposer. Alina demanda au garçon de prendre la mission plus au sérieux, et il répondit qu'il le faisait, mais que la bête Sigrif n'avait encore montré aucun signe de vie. Au même moment, les deux entendirent le bruit de leur coéquipier nageant tranquillement dans le lac. L'eau appela Lululé pour qu'elle vienne nager avec lui, et comme elle refusa, il lui éclaboussa le visage, déclenchant une bagarre instantanée qui se transforma rapidement en plaisanterie, la soigneuse prenant cela à la légère. Pendant ce temps, Jade ne pouvait penser qu'à Alina en maillot de bain, révélant sa véritable beauté. Mais sachant exactement ce que ce gamin avait en tête, la réceptionniste Yeld attrapa Jade par le col et le projeta dans les airs, le faisant atterrir presque de l'autre côté du lac. Après sa chute, l'équipe alluma un feu de camp pour passer la nuit, et Jade commenta que cela faisait longtemps qu'il n'avait pas eu une discussion comme celle-ci. Lo se rappela que la dernière fois, c'était lors de l'entraînement spécial de Lululi. Alina demanda quel type d'entraînement spécial c'était et si l'épée d'argent n'acceptait que les aventuriers les plus forts. La soigneuse de l'équipe répondit qu'à l'époque, ses capacités de Sigurd commençaient à peine à se manifester, tout comme les membres du groupe s'habituaient encore les uns aux autres. Lo se rappela que la soigneuse tremblait de peur chaque fois qu'un monstre apparaissait, ce qui la faisait souvent trébucher au sol et devoir se soigner elle-même. Lilili se plaignit que tous deux avaient convenu de ne plus parler de ce sujet. Mais Jade souligna que la jeune fille était devenue une soigneuse extrêmement fiable désormais. Gênée, la jeune fille répondit qu'elle possédait simplement quelques compétences incroyables. D'un autre côté, elle considérait que son talent naturel était inexistant. À ce sujet, le chef assura qu'il n'y avait rien à craindre tant que Lilili continuait à faire ce qui lui semblait le mieux, car cela fonctionnait,
et Lo ajouta qu'elle devrait avoir confiance en son travail. Au milieu de ce dialogue, Jad entendit un bruit et se mit en alerte. À ce moment-là, des bruits de pas d'hommes se firent entendre plus clairement et les 4 abaissèrent leurs capuches. Puis, un groupe d'hommes armés s'approcha et demanda si ceux qui étaient présents comptaient aussi se reposer ici. Jad répondit qu'il s'entraînait pour devenir plus fort, et le chef de l'autre équipe se présenta sous le nom de Heights, précisant qu'ils avaient également l'intention de se reposer dans cet endroit. Ainsi, tout le monde se rassembla autour de 2 feux de camp. Jad avoua qu'il voulait emmener son groupe dans un donjon plus lucratif, mais que jusqu'à présent, cela n'avait pas été très fructueux. Heights éclata de rire amicalement et souligna qu'il avait rencontré le même problème lorsqu'il avait commencé sa carrière, puis demanda à Jad s'il voulait devenir fort sans entraînement. Le chef de l'épée d'argent insista sur le fait que cela ressemblait davantage à un fantasme, mais l'autre homme expliqua que ce n'était pas tout à fait le sien. Par exemple, il mentionna les missions secrètes, car selon lui, si l'on acceptait l'une de ces missions, un donjon caché apparaîtrait et offrirait une relique spéciale, un objet permettant la manifestation des capacités funestes, le type de pouvoir le plus puissant qui existe. Après avoir dit cela, Heights demanda à Jad s'il désirait ce pouvoir, et en feignant d'être un novice, ce dernier répondit que oui, bien sûr. Cependant, en découvrant qui était responsable des rumeurs, Jade Scrade révéla son identité en pointant son épée sur le cou de l'autre homme. De même, néanmoins, l'épée d'argent réussit à capturer l'un d'eux et, pour une raison inconnue, Lululi le reconnut comme étant Aiden, un ancien camarade. D'ailleurs, Aiden se réveilla et commenta que cela faisait longtemps qu'il n'avait pas vu la soigneuse, à quoi elle répondit en lui demandant pourquoi il avait décidé de répandre ces rumeurs. Cependant, il affirma que l'histoire n'était pas fausse, mais qu'en tout cas, il voulait savoir si elle pensait avoir le droit de lui parler ainsi, surtout en étant une assassine comme elle l'était. Jade et Lo regardèrent leur camarade, curieux de savoir de quoi il parlait. Eh bien, Aiden déclara que cette fille était capable d'abandonner ses compagnons blessés sans le moindre remords. À ce moment-là, Olina s'avança et demanda à ce rat de 3e zone qui se souciait de sa queue tordue, car ce qui comptait, c'était qu'elle allait se venger de tous ces colporteurs de ragots qui croisaient sa route. Terrifié, Aiden insista sur le fait qu'il était important qu'il connaisse le passé de Lululi, mais l'exécutrice lui ordonna de la fermer et de se préparer à recevoir un coup de marteau. Sur CE, elle balança son marteau sur l'homme, provoquant une explosion sonore qui fit fuir les oiseaux alentours. Jade demanda à Heights s'il avait encouragé Rufus à partir à la recherche de cette relique funeste, mais l'homme prétendit ne même pas connaître la personne mentionnée. Insatisfait, Jad insista pour obtenir des réponses, mais un membre du groupe ennemi se jeta sur lui, le forçant à se défendre. L'assaillant avoua qu'il n'aurait jamais imaginé que des figures aussi importantes que Jade Scrade seraient envoyées pour enquêter sur de simples rumeurs, lorsque soudain, il fut violemment projeté contre un arbre voisin et perdit connaissance. C'est alors qu'Olina apparut avec son marteau, montrant qu'elle était celle qui avait porté le coup final. Après tout, elle n'était pas prête à pardonner ces malheureux colporteurs de ragots. Effrayé, Heights demanda s'il avait affaire à l'exécutrice en personne, et la réceptionniste de la guilde répondit qu'à cause de ces types, le festival du centenaire auquel elle voulait tant participer partait en fumée comme de l'eau de bain, et que, par conséquent, tout le monde allait en payer le prix. Jad cria qu'il devait capturer les ennemis vivants, mais Olina n'avait que faire de ces absurdités, et s'élança vers le groupe rival. Cependant, Heights invoqua rapidement le Sigrif Mover et se téléporta grâce à cette capacité. Le lendemain, retour à son travail habituel. Même après avoir découvert qui répandait les rumeurs, la guilde était toujours bondée d'aventuriers intéressés par cette mission secrète, obligeant la pauvre réceptionniste à travailler comme une forcenée. D'ailleurs, Layla demanda à Jade ce qu'il faisait à les aider, bien qu'elle reconnaisse qu'il a un certain talent pour ça. L'homme répondit que c'était le prix à payer pour pouvoir passer du temps avec Alina au festival, et Layla ne put cacher sa joie en voyant sa meilleure amie enfin se rapprocher de quelqu'un.
Après tout, elle est jolie, mais elle n'a pas beaucoup de patience avec les hommes. Par exemple, chaque type qui l'approche se fait rejeter avec un sourire aussi sec que tranchant. Intriguée, Jade voulut en savoir plus sur cette histoire d'Alina repoussant tout le monde, tandis que Leila ajouta que sa collègue allait enfin quitter ce travail pour épouser un noble. Alina précisa qu'elle ne se marierait jamais avec ce crétin, mais Leila observa que Jade lui-même était un aventurier d'élite, un gars populaire et courageux qui avait sa place au sommet. Cependant, n'ayant aucune patience pour cette conversation, Alina se leva et déclara qu'il y a des joies dans la vie que l'argent ne peut pas acheter, comme savourer une douceur après une longue journée de travail ou veiller tard la veille d'un jour férié. Sur ce, la dernière chose qu'elle voulait, c'était dépendre de quelqu'un d'autre pour subvenir à ses besoins, surtout quand elle avait 2 bras et 2 jambes, qui n'étaient pas là pour faire joli. Voyant son amie ainsi, Leila demanda pourquoi diable le guerrier était tombé amoureux d'une fille aussi grincheuse, mais c'était précisément ce côté têtu et sauvage qui avait conquis le cœur de Jade. Un peu plus tard, Alina, épuisée de remplir des papiers, décida de prendre l'air après avoir laissé Leila rentrer chez elle. Alors qu'elle partait, Leila demanda à Jade combien de temps son ami tiendrait encore, mais l'homme assura qu'il resterait avec Alina jusqu'au bout. D'ailleurs, la jeune femme souligna qu'Alina était une personne très gentille qui l'aidait toujours en tout, y compris pour les heures supplémentaires, mais qu'elle avait tendance à tout prendre sur ses épaules. Ainsi, Leila espérait que Jade aiderait son ami autant que possible, ce à quoi il répondit que c'était bien son intention. Finalement, ne voulant pas jouer les troubles faits entre eux, la jeune femme s'éclipsa et les laissa seuls. Seule, Jade réfléchit au fait qu'il devait devenir plus fort. Pendant ce temps, au siège de la guilde, dans la salle des audiences, les dirigeants discutèrent de l'épisode où l'exécuteur avait éliminé le dieu maléfique Silo grâce aux capacités funestes, et ils voulèrent savoir qui était cette personne. Convoqué à cette réunion, Glengarrier répondit qu'il préférait préserver l'anonymat de l'exécuteur, comme ce dernier l'avait demandé, car il souhaitait mener une vie paisible, loin des guerres. De retour au cœur de la ville, Lululi était agitée dans son sommeil. Elle faisait un cauchemar où elle courait à travers une forêt sombre, tandis que la voix d'Aden résonnait à chaque recoin, l'accusant d'être une assassine. Comme si cela ne suffisait pas, la soigneuse heurta Jade, dont l'expression était macabre, jusqu'à ce que sa tête se détache de son corps et tombe au sol. En observant les alentours, la jeune femme remarqua les corps de ses anciens camarades éparpillés partout et poussa un cri de désespoir. À cet instant, Lululi se réveilla en sursaut. Le lendemain matin, alors qu'il ne restait plus que 3 jours avant le grand événement, elle et Lo répondirent à l'appel d'un chef pour un entraînement dangereux, sans avoir la moindre idée de ce que cela impliquait. Toujours troublée par l'incident de la veille, Lululi demanda à son camarade s'il ne voulait pas connaître la vérité sur son passé d'assassine, mais Lo répondit que cela n'avait aucune importance pour lui, ce qui surprit la jeune femme. Peu après, ils arrivèrent au siège de la guilde, et Lululi prit la décision d'avouer qu'Aden disait la vérité. En effet, il était le tank du premier groupe auquel elle avait appartenu avant que sa capacité Sigrif ne s'éveille. Un jour, l'équipe entra pour la première fois dans une salle de boss, et l'excitation des membres était palpable. Mais dès le début, tout commença à mal tourner. Chaque minute, un camarade tombait au combat. Le mage noir et le spadassin étaient à l'agonie. Mais comme elle était très inexpérimentée, Lululi n'avait assez de mana que pour soigner l'un des deux, ce qui signifiait qu'elle devait choisir qui sauver. Incapable de se décider, elle choisit de diviser sa guérison entre les deux, ce qui entraîna la mort des 2 compagnons. À ce sujet, Lo expliqua que son ami pouvait se reprocher de ne pas avoir eu la capacité de tous les soigner à l'époque, mais que le tank avait aussi échoué à protéger l'équipe, tout comme les attaquants n'avaient pas réussi à tuer le boss. D'ailleurs, si on suit cette logique, alors même Lo pourrait être considérée comme un assassin. Il lui demanda donc si elle voulait toujours rester dans le groupe. Lululi répondit que oui, car Lo n'agirait ainsi que s'il n'avait pas d'autre choix. Saisissant l'occasion, Lo ajouta qu'il pensait la même chose.
Surtout qu'il avait plus confiance en la Lululi qu'il connaissait qu'en les paroles de n'importe quel autre homme. Après leur conversation, les deux se dirigèrent vers Jade, qui subissait une réaction énergétique violente, jusqu'à s'effondrer au sol. Plus tard, au bâtiment de recherche de la Guilde des Aventuriers, après s'être quelque peu rétabli, le leader expliqua qu'il s'était entraîné à activer simultanément ses capacités, en combinant Sigrat Wall avec Sigrat Blood pour obtenir un résultat plus puissant. Willoughby réprimanda son chef, soulignant les dangers de telles expériences jusqu'à ce qu'une femme nommée Shelly entre dans la pièce. Shelly s'approcha de Jade et lui expliqua que sa réaction était due à une surutilisation de SA capacités, mais heureusement, il n'avait atteint que le 2e stade. Au 3e stade, le patient subirait des altérations de la perception sensorielle et une détérioration du raisonnement. Au-delà, dans les stades plus avancés, les seules options seraient un fauteuil roulant ou un cercueil. Bien que Shelly soit une chercheuse spécialisée dans les capacités et les reliques, cela ne la dérangerait pas que Jade atteigne ces stades, afin qu'elle puisse observer les effets de plus près. Passant à autre chose, elle révéla le cœur du dieu maléfique Scylla, expliquant qu'il s'agissait du noyau formant la base de son corps, et que sa teinte sombre résultait du fait qu'il contenait divers sceaux mystiques ou des capacités éteintes. Scylla avait démontré 3 de ces techniques, mais il semblait que les âmes qu'il consommait lui conféraient de nouveaux pouvoirs. Avec un sourire étrange, Shelly fit remarquer qu'un tel dieu pourrait effectivement anéantir l'humanité. Plus tard, au bâtiment de recherche de la Guilde des Aventuriers, après s'être quelque peu rétabli, le leader expliqua qu'il s'était entraîné à activer simultanément ses capacités, en combinant Sigrat Wall avec Sigrat Blood pour obtenir un résultat plus puissant. Willoughby réprimanda son chef, soulignant les dangers de telles expériences jusqu'à ce qu'une femme nommée Shelly entre dans la pièce. Shelly s'approcha de Jade et lui expliqua que sa réaction était due à une surutilisation de SA capacités, mais heureusement, il n'avait atteint que le 2e stade. Au 3e stade, le patient subirait des altérations de la perception sensorielle et une détérioration du raisonnement. Au-delà, dans les stades plus avancés, les seules options seraient un fauteuil roulant ou un cercueil. Bien que Shelly soit une chercheuse spécialisée dans les capacités et les reliques, cela ne la dérangerait pas que Jade atteigne ces stades, afin qu'elle puisse observer les effets de plus près. Passant à autre chose, elle révéla le cœur du dieu maléfique Scylla, expliquant qu'il s'agissait du noyau formant la base de son corps, et que sa teinte sombre résultait du fait qu'il contenait divers sceaux mystiques ou des capacités éteintes. Scylla avait démontré 3 de ces techniques, mais il semblait que les âmes qu'il consommait lui conféraient de nouveaux pouvoirs. Avec un sourire étrange, Shelly fit remarquer qu'un tel dieu pourrait effectivement anéantir l'humanité. Pendant ce temps, Glengarria, le maître de la guilde, arrive chez une femme qui lui fait immédiatement remarquer qu'il est impoli de faire attendre une dame. Comme si cela ne suffisait pas, elle fait remarquer que le maître semble vieillir de jour en jour. À bout de patience, l'homme demande ce que veut Jessica, et la femme explique qu'elle aimerait bien faire affaire avec l'objet qu'elle tient. Elle ouvre alors un petit coffre et Glenn pense qu'il contient un livre ordinaire, mais il est choqué de découvrir qu'il s'agit d'une mission secrète. Il était persuadé que personne ne découvrirait l'existence de cet objet si tôt. Plus calme que jamais, Jessica répond qu'il y a beaucoup de gens talentueux dans la guilde des informateurs et qu'ils ont été très utiles dans cette affaire. Glenn, agité, lui demande d'où elle tient cette information, mais, gardant son attitude sarcastique et détendue, Jessica lui rappelle que chaque informateur doit garder ses sources confidentielles. Plus tard, de retour à sa guilde avec le livre en main, le maître dit à son assistant qu'après tout, les missions secrètes ne se trouvent pas seulement dans les reliques comme on le pensait auparavant. Sur ce, il remarque que Jessica les a mis dans un sacré pétrin. L'assistante lui demande ce qu'il adviendra du livre, et il l'informe qu'il sera stocké au plus profond du labyrinthe de la guilde, dans la bibliothèque souterraine. Lorsque l'assistante s'en va, l'homme regarde la fenêtre de son bureau comme une statue d'enfant et a du mal à croire que 15 ans se sont écoulés. La nuit tant attendue du festival du centenaire,
des feux d'artifice sont lancés sur la place annonçant le début des festivités, où la ville se rassemble pour la célébration la plus appréciée. Toujours aussi enthousiaste, Alina presse Jad pour qu'il puisse en profiter au maximum, et le garçon avoue qu'il est surpris de voir un tel bonheur sur son visage, quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. D'après le guerrier qui l'a vu sourire, il pourrait maintenant mourir satisfait. D'après ce qu'il vient d'apprendre, au fond, Alina n'est qu'une simple fille qui veut travailler et vivre sa vie normalement, en étant mignonne tout en faisant semblant de ne pas l'être. Embarrassée et agacée, la jeune fille dit à l'homme de se concentrer sur ce qui compte vraiment, c'est-à-dire conquérir le festival de bout en bout, comme ils en avaient convenu tous ces jours. Pendant ce temps, dans la prison souterraine de la guilde des aventuriers, Lululi traverse le premier étage, la tête baissée, jusqu'à ce que son esprit soit envahi par les voix d'anciens compagnons qui l'accusent d'être une meurtrière qui n'a pas soigné ses amis lorsqu'ils en avaient le plus besoin. Juste derrière elle et fatiguée de cette situation, Lo veut juste sortir de là rapidement pour profiter du festival. Nerveuse, Lululi lui rappelle qu'elle ne lui avait pas demandé de venir avec elle et qu'il pourrait profiter du festival tout seul. Son ami, cependant, s'inquiète de la voir rendre visite à Aiden seule, ne sachant pas ce qui pourrait arriver. De plus, selon lui, quelqu'un qui blâme la guérisseuse pour une telle tragédie ne serait jamais disposé à écouter la raison, et il pense vraiment qu'il pourrait s'agir de Fukai. À ce sujet, la jeune fille est en partie d'accord, mais elle pense aussi que si elle avait pris de meilleures décisions ce jour-là, et si ses compétences de guérisseuse s'étaient déjà éveillées, peut-être que rien de tout cela ne serait arrivé et que ses anciens amis seraient encore en vie. Malgré tout, Lo souligne que beaucoup de choses se sont passées depuis, mais que ses compagnons actuels sont différents et qu'aucun d'entre eux ne la considère comme incompétente ou encore moins comme une meurtrière. Les larmes aux yeux en entendant ces paroles, Lululi se rend compte que ses partenaires sont vraiment très bons envers elle. Dès le premier jour, lorsqu'elle s'était timidement présentée à ses nouveaux camarades, Jad et Lo lui avaient dit que l'épée d'argent se bat toujours dans les batailles les plus difficiles, mais qu'ils seraient toujours là pour protéger leurs alliés, quoi qu'il arrive. Lululay a toujours vu les deux hommes comme bienveillants et accueillants, mais cela ne l'empêche pas d'avoir peur de les perdre à cause de sa supposée incompétence, raison pour laquelle elle a décidé de prendre une certaine décision. Quoi qu'il en soit, même si ce n'est qu'en pensée, elle remercie ses amis pour tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. De retour au festival, Lina tourne sur elle-même comme une enfant jusqu'à acheter une viande rosée et s'émerveiller de la saveur délicieuse de ce mets tendre qui fond dans sa bouche. Enfin, après tant de travail supplémentaire, elle regarde autour d'elle, voit les gens s'amuser et se sent émue de pouvoir profiter de l'événement en toute tranquillité. Dans l'esprit de la jeune fille, elle a réussi sa vie et son travail en même temps en étant présente sur cette place à cette heure-ci. Observant attentivement son comportement particulier, Jad veut connaître le secret de la jeune fille pour manger comme un sanglier tout en restant mince. À ce sujet, elle ne sait pas l'expliquer. Elle sait juste qu'elle soumet ses organes digestifs à d'intenses séances de gourmandise pour évacuer le stress, ce qui s'avère plutôt efficace. Puisque c'est le chaos, Jad demande quel sera le prochain plat que la jeune fille va dévorer. Comme elle a déjà mangé beaucoup de plats salés, Alina souhaite maintenant un dessert pour équilibrer le tout. Elle a entendu dire que, sur la place principale, une boutique vendait une douceur remplie de petits fruits qui ferait parfaitement l'affaire. De plus, Jad souligne que l'événement principal est sur le point de commencer, donc il vaudrait mieux se dépêcher. Pour cela, il lui tend la main, affirmant que la place est bondée et qu'il pourrait se perdre. Alina trouve cela un peu exagéré, mais le jeune homme ne veut pas laisser passer cette occasion, surtout qu'il avait envie de faire cela depuis longtemps sans en avoir eu l'opportunité, car la jeune fille tenait toujours un sandwich. De la même manière, la jeune fille râle, disant qu'elle préfère manger en marchant, mais elle se souvient bientôt de leurs heures supplémentaires passées ensemble, du moment où ils avaient promis de conquérir le festival du centenaire ensemble. Gênée d'avoir refusé de lui tenir la main si brusquement, elle baisse la tête dans un geste de légère réflexion,
poussant Jade à courir rapidement à la recherche d'un remède contre les maux d'estomac, pensant que la pauvre fille avait la diarrhée, alors qu'Alina était loin d'avoir ce problème. En réalité, elle attrape la main du garçon pendant qu'il court et lui avoue que, sans toute l'aide qu'il lui a apportée avec le travail supplémentaire, elle n'aurait jamais pu profiter de cet événement qu'elle désirait tant. Ainsi, malgré la difficulté, elle le remercie pour son aide. De retour à Lululi, elle atteint le 10e étage de la prison souterraine avec l'eau, où Aiden est enfermé dans l'une des cellules. Lorsqu'elle appelle son ancien camarade, il demande amèrement si elle est venue se moquer de sa misère avec son petit ami. Alors que la guérisseuse reste sans voix, il ajoute qu'il n'a pas toujours été aussi cruel. Après avoir perdu son groupe, il a essayé de devenir fort de la bonne manière, attendant patiemment le moment où sa capacité s'éveillerait, espérant pouvoir encore devenir un tank, même avec un seul bras. Aiden croyait vraiment en cela, jusqu'au jour où une guérisseuse nommée Lululi rejoignit l'épée d'argent. En d'autres termes, celle qui, selon lui, avait tué tout son groupe, avait maintenant éveillé sa capacité de **Sigurd** et était devenue une aventurière d'élite. En toute honnêteté, l'homme avoue qu'il a complètement perdu la tête lorsqu'il a appris cela, et qu'il a décidé d'utiliser tous les moyens nécessaires pour devenir plus fort, quoi qu'il arrive. Son plan était de trouver une capacité d'Aya pour se venger de Lululé en la tuant. À partir de là, le prisonnier perd complètement le contrôle et libère toute sa rage, ce qui pousse Lo à éloigner son ami, tandis qu'Aiden hurle que son ancien camarade n'est rien d'autre qu'un meurtrier. Quelque temps plus tard, Aiden frappe le sol avec colère, criant seul que la fille n'est venue que pour l'humilier, mais à un moment donné, il admet tranquillement qu'il est le véritable meurtrier. Au milieu de tout cela, Heights arrive avec la clé de la cellule de son partenaire et affirme qu'il est venu régler un différend à l'étage inférieur et qu'il est donc venu sauver son camarade en chemin. De plus, il prévient que le Rikaido est sur le point de semer le trouble au Centennial Festival et qu'il faut donc profiter de la confusion pour partir au plus vite. Juste après avoir ouvert la cellule d'Aiden, Heights déclare qu'après avoir été poursuivi pendant si longtemps, la victoire est enfin à portée de main. Pendant ce temps, main dans la main avec Alina à la fête, Jade a du mal à croire que ce moment est arrivé et que cela valait la peine de persévérer autant pour cette femme. Ils arrivent ensuite à un spectacle magique sur la place où un homme masqué matérialise des animaux de glace d'une manière qui impressionne une foule curieuse. Cependant, bien qu'il s'agisse d'un simple spectacle, Alina sent que quelque chose ne va pas. En effet, l'homme mystérieux fait appel à sa capacité vitreuse et gèle une partie de la première rangée de spectateurs. Après cela, alors qu'il répand des lances de glace autour de la place et jure de détruire ce monde méchant, Clover réalise que cette personne essaie de ruiner son festival du centenaire bien-aimé après tous les efforts qu'elle a déployés pour en profiter. Rongée par la rage, la jeune fille fait apparaître son marteau de guerre et assène un coup dévastateur à l'ennemi, qui est surpris de voir le bourreau présent à l'événement. Alors qu'il est isolé et qu'il recule dans un bloc de glace, il se crée lui-même. L'homme tente d'expliquer son but, mais la femme n'est pas intéressée à parler, seulement à faire souffrir le plus possible l'intrus. Alors qu'Alina rassemble toutes ses forces pour le coup suivant, un bruit sourd est perçu et entendu par les gardes à l'entrée de la prison souterraine, les incitant à se diriger vers le festival et à abandonner leur poste d'origine. À l'intérieur de la prison, près de la sortie, Lo et Lululi sont surpris par Aden Heights et le troisième élément de l'équipe. Lo demande ce qu'ils font là, puis Heights explique qu'il s'est rebellé contre les ordres pour libérer son camarade. Lo répond que la guilde ne demanderait jamais une telle chose, mais le rival sort un livre de son sac et affirme que le garçon devrait s'inquiéter davantage de cet objet qu'il a emprunté à la bibliothèque souterraine de la guilde. Sur CE, l'homme ouvre le livre de la mission secrète et Lo tente de l'arrêter, mais en vain. Sans tarder, le livre affiche les détails de la mission. Le lieu est le lac Mossy Rock dans la forêt de l'éternité, et l'objectif est d'éliminer tous les boss de l'étage. Heights accepte la mission et invite l'épée d'argent à se joindre à eux pour une petite visite à un dieu maléfique.
Sur CE, il active le déplacement de Sigrate pour partir. Lo tente d'avertir que la réanimation de ce dieu provoquera une catastrophe, mais son rival s'en va sans l'écouter. Pendant ce temps, sur la place principale de la ville, Alina se lamente de l'annulation de la fête jusqu'à ce que Jade arrive en courant pour annoncer qu'ils vont bientôt reprendre la fête, puisque le criminel a été arrêté et que personne n'a été blessé. Automatiquement, la jeune fille se lève pleine d'énergie et se réjouit qu'il y ait tant de courageux aventuriers dans cette ville. Mais c'est alors que les autres membres de l'Épée d'Argent arrivent pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Jade et Alina apprennent que Height a volé et activé une mission secrète de la bibliothèque souterraine pour ressusciter un dieu maléfique. Et le chef du groupe annonce qu'il va chercher son équipement immédiatement, tandis que les compagnons donneront des détails sur le chemin. Au passage, il précise qu'Alina est libre de profiter du festival, car elle en avait très envie. Mais dès que les compagnons partent en mission, Clover attrape le chef par la chemise et insiste pour partir elle aussi, car elle ne veut pas voir quelqu'un mourir. Quelque temps plus tard, le groupe de l'Épée d'Argent arrive au lac Mossy Rock et entre dans une salle cachée de ce donjon de la forêt de l'éternité. Lorsqu'ils atteignent la salle du boss, ils sont confrontés à l'équipe de Height, qui se moque d'eux parce qu'ils ont amené l'exécuteur. Mais tout cela n'aura pas d'importance lorsque le dieu maléfique sera ressuscité. N'ayant plus de patience pour les discussions oiseuses, Lo conjure l'imbécilité contre les adversaires et s'assure qu'aucun dieu ne sera ressuscité dans cette salle. Les pieds de tout son groupe étant gelés, Height insiste sur le fait qu'ils ne peuvent pas être tués, car les dieux maléfiques ont besoin d'âmes pour ressusciter. Cependant, même s'il ne peut pas tuer ses ennemis, l'eau peut toujours les geler. Et c'est ce qu'il fait, faisant croître la glace jusqu'à ce qu'elle consume presque tout leur corps. Cependant, le troisième membre du groupe de Height active l'offre Sigrif, provoquant l'explosion de son corps entier, éparpillant son sang et ses entrailles partout. Devant une Lululi désespérée, Height explique que cette capacité annule toutes les attaques, mais au prix de la vie de l'utilisateur. Franchement, le chef se sent même désolé pour le gars d'avoir reçu un pouvoir aussi pathétique. Inquiet, Aiden hurle au chef que ce n'était pas le marché et qu'il était censé avoir la capacité, mais Height prévient qu'ils sont réunis là pour que le dieu du mal puisse recevoir des pouvoirs encore plus grandioses. D'ailleurs, au cas où Lo envisagerait de les congeler à nouveau, Height prévient qu'il a d'autres tours dans son sac pour empêcher cela, ce qui met le sorcier sur la défensive pour l'instant. Jade demande pourquoi ce type est si désireux de ressusciter ce dieu maléfique, et il répond que des aventuriers privilégiés comme ceux de l'Épée d'Argent ne comprendraient jamais. Sa capacité, par exemple, ne sert qu'à s'échapper et est inutile au combat, ce qui lui a valu d'être rejeté toute sa vie, où qu'il aille. En d'autres termes, le destin de chacun est déterminé par la chance. Si vous recevez une bonne capacité, vous aurez une belle vie. Sinon, vous vivrez en rampant dans les décharges comme un dégénéré inutile. Un jour, un homme vêtu de noir a dit à Height que l'injustice de ce monde ne peut être détruite que par une autre injustice. Pour cela, il faut un dieu maléfique, et Height n'est pas prêt à laisser qui que ce soit interférer avec la destruction de tout ce qui existe. Cependant, à peine a-t-il terminé de parler que le torse de l'homme est transpercé par la main du dieu du mal, et sa mort est instantanément décrétée. En réalité, ce sont deux jumelles qui se partagent ce rôle, celle aux cheveux longs, Vienna, et sa sœur, Fina. Vienna conjure la capacité de mort d'Aya et convoque sa sœur pour qu'elle se joigne au processus. Mais la petite fille lui demande si elle doit vraiment le faire. Devant l'insistance de la déesse aux longs cheveux, Fina active la même capacité, impressionnant les humains en montrant qu'elles sont pratiquement identiques. En effet, les deux prétendent ne faire qu'un. Avec l'arc de mort en main, la déesse aux longs cheveux se demande qui elle va dévorer en premier. Alors Jade demande rapidement l'intervention de Lululi. Sans attendre, la guérisseuse active la restauration de Sigrif, améliorant ainsi le tank du groupe. Vienna remarque l'apparence de Jade et fait une fixation sur lui parce qu'elle le trouve mignon.
lui décochant une flèche pour s'assurer son âme. Cependant, Alina anticipe et dévie la flèche, surprise qu'une attaque d'un dieu maléfique puisse être aussi faible. Elle s'apprête alors à frapper Vienna, mais Fina s'interpose et absorbe tout l'impact, comme si son corps était fait d'une matière visqueuse et étrange. Vienna prend alors sa rivale au dépourvu et lui décoche une flèche. Mais Alina est assez rapide pour esquiver le projectile et contre-attaquer avec un autre coup de marteau. Encore une fois, la déesse évite les dégâts grâce à la stratégie de sa sœur. Sorties de la substance visqueuse et noircie, les deux sœurs jumelles renaissent intactes, prêtes à lancer d'autres flèches sur les ennemis. Jade réalise qu'elle possède un pouvoir de régénération, tandis que Vienna et Fina affirment une fois de plus qu'elles ne font qu'une.